On reçoit Vald pour Agartha. Il y a une journaliste qui est avec moi qui s'appelle Yasmine. Elle lui demande est-ce qu'il se sent féministe. Et pareil, c'est une séquence qui tourne beaucoup sur les réseaux. Et il fait une réponse où il fait du Vald. Donc il est dans la provoque, etc. Et nous, je dis nous parce que moi, je suis avec Driver, que tu connais à ce moment-là, et on rigole en fait. Parce qu'il est drôle, et qu'on trouve ça drôle sur le moment. Mais quand tu vois la séquence, tu peux dire en fait, il y a 3 mecs qui sont en train de rire du féminisme devant une journaliste qui est seule face à 3 mecs. Je m'appelle Mehdi Maizi, j'ai 34 ans, bientôt 35, et je suis, je crois, journaliste rap, animateur, en tout cas animateur de contenu autour du rap, on va dire ça. Mehdi Maizi, petit, ça donne quoi? Petit, alors il y avait, pour revenir sur sur ma présentation, il n'y avait pas beaucoup de rap, hein, petit. Petit, j'étais, je crois que j'étais un enfant assez sage, bien élevé, gentil avec ma maman, plutôt bon élève, fan de foot et de cinéma. Et je voulais être archéologue, parce qu'en fait je voulais être Indiana Jones. En fait je voulais être Harrison Ford. Voilà, donc c'était ça petit essentiellement. Comment est-ce que tu t'intéresses au rap? Déjà je crois que moi ma génération, parce que je suis de 86 donc, et quand je grandis, quand je suis enfant, le rap commence déjà à être populaire. Par rapport à la génération d'avant moi, où je pense qu'il y avait un truc de digger, où tout le monde a un peu la même histoire, ils écoutaient Radio Nova, tu vois. Moi, c'était pas ça. Il y avait déjà Solar. Je pense que mes premiers souvenirs, c'est Bouche de là de Solar, en termes de succès populaire. Je danse le Mi Adayam. Enfin, il y avait déjà ces morceaux de rap-là qui arrivaient à nos oreilles, même si on n'était pas des fans de rap. Juste parce que tout le monde en parlait. Et puis, un peu après, Doc Gynéco, première consultation, où là, j'ai le souvenir que c'est gigantesque, que tout le monde écoute ça. Ce qui est faux, mais en tout cas, c'est le souvenir vraiment que j'en avais. Je me souviens d'une fille de l'école qui s'appelait Vanessa, on l'a saoulée à chaque cours de récréation avec ça. Enfin, j'ai vraiment ce souvenir-là de... Voilà, mais c'était comme de la pop musique pour moi en fait. Je faisais pas la distinction, moi j'ai pas grandi dans un quartier où tout le monde écoutait du rap, j'avais pas forcément de groupe d'amis qui écoutaient du rap, donc voilà, je me souviens aussi de la sortie du dernier album d'NTM. Pareil, je l'ai écouté, mais parce que tout le monde écoutait ça en fait. Tous les gens de mon âge avaient 11 ans écoutaient ça. C'était en fait, l'album Supreme NTM, le dernier en date. Avec les têtes bleues. Voilà, exactement. Et tu vois, je l'ai écouté, je l'ai eu, mais comme j'aurais pu avoir, je sais pas moi, je vais faire offense, mais comme j'aurais pu avoir les Spice Girls en fait. Parce que c'était le gros truc bon, sauf que c'était un peu avant les Spice Girls, mais voilà, c'était le gros truc à ce moment-là, donc je l'écoutais et on chantait ça dans la cour de récré, on disait à base de pop pop pop, mais en fait, pas parce qu'on était des fans de hip-hop ou de rap. Et c'est après, vraiment à l'adolescence en fait, que moi je suis tombé amoureux du rap, mais plus du coup pour sa forme esthétique, au départ en tout cas, que pour ce qu'il racontait ou ce qu'il défendait, pardon. Donc ouais, moi je suis tombé amoureux du rap comme je suis tombé amoureux du cinéma, tu vois, voilà, parce que l'art, je mets des guillemets mais je devrais pas en mettre, parce que l'art me plaisait en fait. Et tu dis que là où tu as grandi, vous écoutiez pas ce genre de musique, tu as grandi où toi? Moi j'ai grandi dans des petites villes, à Montataire dans l'Oise, après à Caufry dans le Val d'Oise, qui est un village, à Noisy-sur-Oise dans le 95, qui est aussi un village. Et voilà, donc en fait, j'écoutais beaucoup de musique à la maison, parce que ma mère écoutait beaucoup de musique, mais elle écoutait de la soul, elle écoutait du rock, elle écoutait de la pop. Mais moi, j'étais dans des petits villages où... Vous écoutiez Camini? Il n'y avait pas encore Camini à l'époque, mais en fait, la musique, en tout cas dans mes groupes d'amis, n'était pas importante au début. Okay. Tu vois, c'était pas un sujet, c'était pas. Enfin, si j'ai des souvenirs en fait, je me souviens que quand Dr. Dre sort 2001, en 99, il y avait un mec qui avait gravé le CD, et donc comme c'était Dr. Dre, on le voulait tous. Mais pas parce qu'on était des fans de rap en fait, tu vois, vraiment parce que c'était le truc à avoir. Et que le rap aussi devenait cool, etc. Mais mais Chronique 2001, c'était pas à la portée de tous, chez les jeunes. J'ai l'impression, il y avait quand même une attirance de cette musique envers ton groupe, quoi. Ouais, peut-être, mais pas plus que ça en tout cas.
Tu vois, vraiment, j'étais pas un connaisseur, j'étais pas un mec qui se déplaçait pour le rap à ce moment-là, pas du tout. Franchement, c'est plus arrivé au lycée en fait, enfin, entre le collège et le lycée. Donc c'est plus tard. Voilà, franchement, le rap au début, c'était pas. Moi, je parlais de foot en fait, toute la journée. C'était ça qui m'animait. Et voilà, j'ai des obsessions dans ma vie et le rap est arrivé après. Quel est le morceau qui t'a le plus marqué à l'époque et pour quelle raison? Ah, bah, c'est Changes de Tupac. Parce que justement, c'est le moment où je me dis, ah, en fait, le rap, c'est trop bien. En fait, je sais pas, et pourtant, je dis ça, mais Changes, genre, c'est un morceau, enfin, j'adore, mais c'est pas un morceau, c'est pas un des plus grands morceaux de Tupac, enfin, c'est pas forcément le truc qu'on va citer en premier. Mais moi, une fois, donc, j'allais en colonie de vacances tous les étés, et il y a un mec qui, lui, écoutait du rap. Dans son Discman, il avait un CD avec une compile, c'était l'été où il y avait Hot in Here de Nelly, etc., donc il me faisait découvrir ça. Et il me fait écouter de la musique, et notamment Tupac. Et près de son casque et tout. Et je me souviens vraiment que, voilà, que je sais pas. Parce qu'en plus, Tupac, à ce moment-là, tu vois, c'est un truc. Bon, je dis c'est un truc parce que pour moi, c'était un truc. C'était pas. Il était déjà décédé, et c'était un mythe. En fait, je me souviens de mon cousin ou de gens qui parlaient de Tupac, mais parce qu'en fait, je savais même pas si c'était un groupe ou, tu vois, c'était juste Tupac. Il y avait un truc déjà très, très mythique autour de lui. Je pense de son vivant, mais encore plus évidemment après son décès. Et donc il me dit, ah bah là tu vas écouter Tupac. Et là, tu vois, genre, pour moi c'était un truc. Et donc c'est Changes qui passe. Et là vraiment, je tombe complètement amoureux de ce que j'entends, de la manière dont lui rappe, dont le message. Enfin, je comprends pas le message, mais en tout cas le morceau qui a l'air super positif et assez solaire en fait. Et je dis, ah c'est ça Tupac, ah, c'est trop bien. C'est vraiment ce que je me dis. Et du coup, en rentrant de cette colonie de vacances-là, moi, j'avais pas Casa ou de logiciel de téléchargement, donc je demande à un pote de me télécharger des rappeurs, de la musique de rappeurs, parce que ce gars-là, donc Nathanaël en colo, m'avait fait écouter des trucs, et donc je lui dis, vas-y, s'il te plaît, est-ce que tu peux me télécharger Ice Cube, Eminem, tu vois, des trucs comme ça, Nelly. Et du coup, j'avais un premier CD de genre 15 titres, qui avait aucun sens, où il y avait 112 aussi, tu vois, parce que Nathanaël écoutait 112. Genre j'avais 112, Ice Cube, You Can Do It, Tupac Changes évidemment, je sais pas, un morceau d'Eminem, un morceau d'Exhibit, parce que c'était gros à l'époque. Et voilà, et donc c'était une compil qui n'avait pas de sens et qui n'avait pas de, tu vois, de direction artistique. Oui, mais je veux dire, ça allait dans plein de trucs différents, quoi. Et puis moi, j'avais demandé des noms, mais comme ça, parce qu'ils m'en aimaient pas par. Et en fait, c'est ce point de départ-là. Et moi, j'ai aussi eu cette chance-là, c'est que je me suis mis dans le rap à une époque, grâce à Internet, où en fait, tu pouvais quand même te faire des discographies entières en une nuit. Bon, maintenant, c'est en un clic. À l'époque, c'était en une nuit. Donc via Casa, via Emule, via Soulseek aussi, qui était un autre logiciel de téléchargement qui était très cool. Et voilà. Et donc là, je commence cette boulimie et cet apprentissage en fait. Et là, tu étais toujours dans ton village à ce moment-là? Ouais, dans un autre, mais encore dans un village en tout cas. Et c'est pour ça que cet apprentissage-là, moi, je l'ai vraiment vu comme ça. Je l'ai fait tout seul, et aussi grâce à Internet et grâce au forum. Je me souviens du forum de Rap Touquet à l'époque, et il y avait des mecs. Franchement, les mecs, je ne savais même pas quel âge ils avaient, mais pour moi, c'était des. Peut-être ils mentaient, je ne sais pas, mais c'était des sciences. Et donc, puis tu sais, à l'époque, il y avait plein de topics donc, sur les forums, et on disait, bon, voilà, les 10 plus grands albums de tous les temps. Et moi, je prenais ça pour parole d'évangile. Donc, du coup, j'allais me taper Trap Call Quest, tout ça. Enfin, voilà, je me suis vraiment fait tous les classiques comme ça grâce à Internet. Et puis, après, je tirais des discographies, quoi. On me disait, ah, Cool G-Rap. C'est qui Cool G-Rap? Et donc, j'allais me télécharger 456, enfin, voilà. Et je me suis vraiment. Et c'était trop bien parce que bon, t'es jeune, donc t'as quand même du temps. Et mon premier loisir à ce moment-là, ça a vraiment été donc d'écouter du rap. Voilà, je me posais, j'écoutais du rap. Et c'était trop bien. Et je faisais que ça. Et après, avec mon argent de poche, d'acheter des CD. Et là, j'ai acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup de CD. Et c'était un plaisir, quoi. Tu vois, d'aller à la Fnac ou chez un disquaire et de repartir avec des trucs que tu connaissais pas. Écouter aussi, là. Écouter aussi, complètement, ouais. Mais j'aimais bien, moi, franchement, acheter sans. Quand j'avais de l'argent, acheter sans forcément avoir écouté. Je sais pas, et parfois j'ai acheté quelques conneries, mais voilà, il y avait ce truc-là un peu où, je sais pas, la pochette, le truc, j'aimais bien découvrir aussi chez moi. Il y avait vraiment ce petit rituel, tu vois, de lire le livret, etc. Et t'allais dans quelle Fnac? C'était un vrai sujet. Donc il n'y avait pas de Fnac, et moi j'habitais donc à ce moment-là dans l'Oise. C'est le fantôme. Il y a un fantôme. Le fantôme du bureau. J'habitais dans l'Oise. D'ailleurs, quand je suis parti, ils ont mis une Fnac et un Cultura. J'étais dégoûté. Mais j'allais. Alors,
franchement, j'allais au Leclerc, non, au Cora de Saint-Maximin. Donc, il n'y avait pas un choix incroyable. Hein, mais donc, quand je trouvais des trucs, bon, tu avais les nouveautés, mais si tu voulais diguer, c'était pas là-bas. Ou, et là, c'était des grandes sorties, je prenais le TER et j'allais à Châtelet-Les-Halles. Parce que quand j'allais à Paris, c'est uniquement Châtelet-Les-Halles. Et j'allais à la Fnac des Halles, beaucoup. J'ai dépensé beaucoup d'argent là-bas, de francs et d'euros. Et, ou sur le Virgin des Champs aussi, à l'époque. Mais voilà, c'était une expédition. Donc, j'allais à Paris pour acheter des CD et un t-shirt large et un baggy, tu vois. C'était l'époque. Donc, c'était mes sorties. Mais tu sais, tu parles de Châtelet-Les-Halles. C'est la dernière fois que je t'ai vu d'ailleurs. C'était à la Place. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de la Place, du fait qu'ils aient fait un centre hip-hop? Bah, sur le principe, je trouve ça mortel. Je trouve, enfin, franchement. Après, bon, il y a des questions qui peuvent se poser sur l'idée d'un truc qui est financé publiquement, etc. Enfin, moi, j'ai pas de problème avec ça personnellement. Et je pense que ce qui fera la réussite de la place, c'est les gens qu'on y met. Et ils sont aussi en train, je pense, de devoir se renouveler à cause du Covid, comme tout le monde. Et donc, ils investissent sur YouTube et ils deviennent eux aussi créateurs de contenu. Parce que j'en parlais avec eux, c'est intéressant. Et voilà, mais je pense qu'il y a plein de choses. Et je pense qu'ils ont des moyens, des gens compétents. Donc, sur l'idée, en tout cas, je trouve ça mortel, franchement. Est-ce que tu as toi-même essayé de rapper ou pas? Oui, mais pas vraiment très très brièvement. Genre j'ai pas genre été rappeur, mais je crois que c'est la beauté de cette musique-là, c'est qu'elle semble accessible. Même cette culture-là, je pense, tu vois que je sais pas, tu vois un graphe, tu dis que tu peux graffer, tu vois un mec qui danse, tu dis que tu peux danser, tu vois un mec qui fait du son, tu dis que tu peux faire du son, et tu dis que tu vois un mec ou une meuf qui rappe, tu dis que tu peux rapper. Et en fait, tout ce que je viens de dire, non, il faut du talent, ou du travail, ou les deux, idéalement. Donc voilà, moi, en fait, donc, quand j'ai commencé vraiment à être un boulimique de rap, à un moment, je me suis dit, ouais, je vais écrire des textes. Mais déjà, ma vie, elle était nulle. J'avais rien à raconter, j'étais un mec bon élève, tu vois, j'avais pas de soucis dans ma vie, enfin, tu vois, donc tu te crées des trucs, bon bref, j'avais pas spécialement de combat à mener à ce moment-là, donc bref. Mais ouais, j'ai essayé, mais c'était plus, en réalité, j'ai pas vraiment rappé, j'ai plus écrit. Et donc j'avais quand même écrit peut-être une dizaine de textes, tu vois, bon, qui valaient ce qu'ils valaient, qui n'étaient pas finis, mais voilà, donc j'avais quand même des trucs. Tu te rappelles d'un de tes textes? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, moi, franchement. Je me rappelle de ma première rime. Hein. Ah, mais toi, t'es une vraie rappeuse, toi. Ouais, moi, mais toi, t'as forcément un texte. Franchement, non. J'ai même de rimes, je te jure que. Je suis dans ma campagne, je bois pas de champagne. Non, je sais qu'à un moment, j'avais fait une rime genre avec le Quai d'Orsay et Condorcet. Voilà. C'est le seul truc. C'est pas mal. Ouais, pour moi, c'était technique. C'était technique. Hein. Bah ouais. Pour moi. Mais non, c'est le seul truc. Mais par contre, l'écriture me plaisait et m'a toujours même plu. C'est-à-dire qu'à l'école, le français, les disserts, ce genre de trucs. Et c'est aussi comme ça que j'ai commencé à écrire sur le rap. Et, parce qu'en fait, donc il y a eu ça. Et plus que le rap, j'ai acheté une MPC. Okay. Je viens d'être allé à Pigalle, d'avoir acheté une MPC. MPC quoi 2000 ou... Non, c'est une 500, c'était la petite. D'accord. Tu sais, qui semblait plus accessible. Et sauf qu'à ce moment-là, c'était avant YouTube, avant les tutos. Et donc, j'étais tout seul, parce que j'avais pas de grand ou quoi. Donc, j'étais tout seul et je sortais même pas de son. Et donc, j'essayais de comprendre comment on samplait. J'avais acheté des vinyles, j'avais pris la platine de mon beau-père. Bref, et rien n'est sorti. Donc, je me suis dit, bon, je vais pas être rappeur, je vais pas être beatmaker. Mais j'aime trop le rap, donc j'ai commencé à écrire sur le rap. J'ai eu un premier blog vite fait, et puis après j'ai eu la chance d'intégrer l'ABCDR du son. Et c'est là en fait où c'est devenu un truc, quoi. Genre de devenir... je me suis jamais déclaré journaliste à l'époque, parce que c'était même pas... C'était à côté de mes études, tu vois, et puis après à côté de mon job. Donc il n'y avait même pas ce truc d'être pro. Mais par contre, ouais, j'ai commencé à écrire. Donc c'est plus ça qui me plaisait au début. C'était quoi ton premier blog? Ah, j'avais un blog, je crois qu'il s'appelait... Je pense qu'il doit être encore là. Il s'appelait Sandwich à l'omelette à cause d'une phase de Solar dans Obsolète. Même les ouvriers mangeaient des sandwichs à l'omelette. Et donc je l'avais appelé comme ça, je sais pas pourquoi. Et voilà, et donc c'était des billets d'humeur, des chroniques. Tu vois, je sais pas, moi, honnêtement, c'est tellement vieux que je me souviens pas exactement, mais ça devait être, je sais pas, des tops, mais mon top des morceaux préférés d'un tel, ou tu vois. Mais ou c'était toi tout seul? Ouais, c'était moi tout seul. Et à ce moment-là, j'ai lisé énormément de choses, et notamment l'ABCDR du son, qui était mon site préféré. Et je voyais que des fois, ils recrutaient des gens, ils intégraient des nouvelles personnes à la rédaction. Et donc, je les ai contactés. J'ai envoyé 2 chroniques, une de Liaison dangereuse de Doc Gynéco et une de Patate de forain de Seth Gecko.
Et ils m'ont pris, voilà, tout simplement. Mais voilà, et j'avais aussi envoyé mon blog pour qu'ils puissent regarder, quoi. C'était la grande époque des blogs, quoi. C'est les gens, il y avait les blogueurs, tu vois, et tout le monde avait un peu son blog rap. Et voilà, c'est ça le point de départ. À ce moment-là, tu décides de devenir journaliste? Bah non, en fait, je décide, parce que vraiment, moi je le décide plus tard, je décide en 2014 d'être à temps plein. Parce qu'à ce moment-là, déjà, pour moi, être journaliste rap, ça n'existe pas, en fait. Enfin, évidemment, ça existait, mais c'était soit trop inaccessible, c'est-à-dire c'était soit Olivier Cachin, Thomas Blondeau, Radical, tu vois, des trucs, la presse écrite, et je me sentais à des années-lumière de ces gens-là, quoi. Ils étaient, ou soit Mouloud, Fred, Skyrock, donc des gens aussi qui étaient très installés dans des médias, on va dire, télévisuels ou radiophoniques. Et il n'y avait pas 36 000 places. Tu vois, sur le web, il y avait, à part Bouscapé qui commençait à être solide, il n'y avait pas d'économie, il n'y avait pas de médias rentables. Donc en fait, pour moi, c'était même pas une option en fait. Et c'était aussi le moment où la presse P commençait, la presse P, pardon, commençait un peu à se casser la gueule. Donc même cette option-là, déjà tu te disais qu'il n'y avait pas forcément 36 000 places, et en plus elle devenait de moins en moins viable. Donc pour moi, c'était juste combler mes week-ends et mes soirées. C'était aller interviewer des rappeurs. Et des raps, c'est trop bien pour moi. Ça me suffisait en fait. J'avais pas besoin, c'était un hobby. Il y en a, ils vont faire un foot. Moi, j'allais faire une interview. Et le week-end, je la retranscrivais. Et c'était cool. Ça m'allait. Pourtant, c'est relou de retranscrire une interview. Mais je sais pas, moi, c'était un moment. Je jouais au journaliste en fait. Mais et je faisais même pas des études pour être journaliste ou quoi. Donc, c'était pas du tout une. C'était plus un fantasme. Mais que j'osais même pas formuler. C'est comme, je pense, je sais pas moi, quand tu commences à rapper par passion, tu te dis pas que tu vas être pro en fait un jour, juste tu rappes parce que tu aimes ça. Moi, c'était vraiment ça. J'étais déjà heureux d'en être, à moi un tout petit niveau, mais d'en être et de pouvoir, je sais pas, après les cours, aller interviewer Soprano chez IMI à l'époque, ou après le taf, après en costard, aller interviewer Rof. Enfin voilà, c'était trop bien pour moi. J'ai commencé en 2008. Et après, j'étais de plus en plus régulier et présent sur la BCDR. Donc en 2008, j'étais étudiant et je rentre dans la vie professionnelle, la vie active en septembre 2010, je crois. Et je continue, voilà, je continue, et même de plus en plus, aussi parce que mon job ne me plaît pas. Et c'est vrai, à ce moment-là, on va dire vers 2012-2013, la BCDR prend beaucoup de place dans ma vie, mais aussi dans mon esprit. Et il y a un moment où je deviens un peu schizophrène, c'est-à-dire que mon boulot m'ennuie, et j'ai envie de faire de plus en plus de trucs à côté. Et il y a eu ce truc-là, la bénédiction, c'est qu'il y a Dailymotion à l'époque, qui crée un studio à Paris. Il s'avère qu'il y a un mec, Marc Echen, que je salue encore, qui adore la BCDR, et qui nous dit: est-ce que vous voulez nous proposer une émission? Et Nicolas Balzer, fondateur de la BCDR, voit que je suis chaud, je suis motivé et on s'entend bien. Il me dit: est-ce que tu aimerais qu'on pilote un peu ce truc-là? Bah oui, évidemment. Donc on rencontre, etc. Et à ce moment-là, comme il y avait pour la première fois comment dire, un mince espoir de gagner un peu d'argent, bon, après réflexion, je me suis dit: bon, bah, je vais quitter mon job. Je peux toucher le chômage, etc. Donc j'avais aussi ce luxe-là, c'était pas non plus un risque. Et puis je vois si ça marche. Voilà, donc c'est comme ça que je le fais. C'est grâce aussi au déclic Dailymotion qui vient avec cette proposition-là. Et moi, du coup, qui suis en état de me dire: bon, je suis encore jeune, au pire, je perds un an professionnel, j'aurais tenté un truc. Et voilà. Et donc c'est comme ça que genre, je deviens journaliste. Même je me dis pas, en fait, je me dis: bon, ben. Je vais faire un truc avec Dailymotion et puis je vais pouvoir me consacrer à la BCDR et à faire des trucs, à essayer de faire grossir le site, et puis aussi, par extension, me consacrer à moi, en fait, c'est-à-dire à faire plein de trucs. Je disais oui à tout, du coup on m'invitait, voilà, c'était trop bien parce que je pouvais vraiment toute la journée faire ce que j'aimais. Du coup, sur Dailymotion, c'était quoi l'émission, le concept Eh de ben, l'émission? On s'est beaucoup posé de questions parce que nous, maintenant les gens oublient, mais à la base, moi j'écris en fait. Maintenant, je ne le fais plus trop malheureusement. Mais à la base, on ne s'était jamais montré donc, publiquement. Donc, et la vidéo commençait à être vraiment le nerf de la guerre pour les médias, etc. Et nous, on était inexpérimentés là-dedans. Et en plus, tiens, je ne sais pas si j'avais déjà raconté ça, mais en plus, au même moment sur Dailymotion, on nous dit qu'ils vont relancer On refait le rap, qui était le talk de Mouloud, Cher, JP Sec et Olivier Cachin. Et qui historiquement était un podcast sur All Made, que moi j'avais écouté et que je trouvais génial. Et donc on me dit: eux, ils vont relancer une émission. Je me dis: on est mort en fait.
on va pas, c'est pas possible. Donc on se dit bon, eux ils vont avoir un talk, ils vont parler de l'actualité ou de l'histoire ou je sais quoi, mais ils vont être trop bons là-dedans. Cher, voilà, Cachin qui va animer, enfin, on est mort. Donc il faut qu'on fasse autre chose. Parce qu'on s'était posé la question, est-ce qu'on fait un talk nous sur l'actualité, etc. Et donc on y allait vraiment, tu vois, avec beaucoup de prudence. Et finalement on s'est dit, bah, nous ce qu'on sait faire, je crois, c'est les interviews. Donc venez, on fait une émission d'interviews. Donc finalement, c'était assez simple. Et le concept de base était quand même ça a vite évolué, mais de mettre deux personnes ensemble. C'est-à-dire, premier épisode, on avait fait Cho et Chris Macari. Donc deux réals de clips. Après, on avait fait Pedro Winter et Cut Killer, par exemple. Et puis après, on s'était rendu compte que parfois, ça ne marchait pas toujours. Donc on est sorti un peu de cette exigence-là d'avoir deux personnes. Et puis on a eu parfois un seul invité. Après, et ça a été important aussi, c'est qu'au bout de 6 mois, moi, je me sentais finalement à l'aise dans cet exercice-là. Et donc, on a eu d'autres ambitions, puisqu'on a eu un plateau avec du public, etc. Il n'y a pas toujours beaucoup de monde dans le public, ça dépendait des invités. Mais, et là, du coup, là je devenais animateur dans ma tête. En tout cas, je jouais à l'animateur. Tu vois, j'étais là, il y avait des gens, j'avais des chroniqueurs. Enfin, là, ça devenait un peu autre chose. C'était pas juste retranscrire en vidéo ce qu'on faisait à l'écrit, ce qui était un peu le cas au début. Et voilà en fait. Donc l'idée c'était vraiment de jouer sur entre guillemets notre force, la partie interview, parce que sur le reste on savait qu'on serait pas, à l'époque en tout cas, qu'on n'était pas au niveau. Pourquoi ne pas avoir fait le choix de prendre un pseudo? Bon, ça se fait pas trop chez les journalistes. Oh si, tu me diras, ouais. Je sais pas, mais aussi parce que pour moi, prendre un pseudo, c'est presque, et sans manquer de respect à ceux qui font, mais c'est presque se prendre au sérieux. Et moi, je me prenais pas au sérieux, en fait. Parce que j'arrivais vraiment avec beaucoup encore une fois, d'humilité. Et même, tu sais, ça peut paraître bizarre ce que je dis, parce qu'aujourd'hui, bon, ben, maintenant, les programmes que je fais, où je me montre beaucoup, en fait, donc on voit ma gueule. Mais à l'époque, même on savait pas s'il fallait le faire. Et puis ça peut être violent même au début, tu sais, de te montrer, de comment les gens vont réagir. Enfin, quand t'es pas prêt ou que t'as pas l'habitude, donc ce truc, nous on n'arrivait pas en se disant, enfin on mettait à peine nos noms, donc je sais pas en fait, je me suis même pas posé la question, tu vois. C'était plus, ouais non, je me suis pas posé la question. Est-ce qu'il y a un journaliste qui t'a inspiré à l'époque? Ben, je pense qu'en fait, à l'époque, ce qui m'a, en tout cas, influencé, c'est plus mes souvenirs de télévision. Parce que moi, j'ai beaucoup regardé la télé petit. Donc, c'est plein de gens, tu vois, que j'ai vus. Aujourd'hui, il y a plein de gens dont je respecte le boulot. Mais à l'époque, je crois que c'est plus des souvenirs, tu vois, parce qu'en fait, tu joues. Moi, j'ai pas fait d'école de journalisme, donc tu joues un peu à l'animateur. Moi, c'est vraiment. Et tu joues aux journalistes. Donc tu dis, bon, comment ils font eux en télé, à la radio. Donc tu essayes de le faire un peu comme eux, mais en ramenant ton truc. Donc c'est plus des souvenirs aussi bien de Antoine Decaune que Denisot, beaucoup sur la partie interview. Frédéric Tadei, même si il y a des années-lumière de nous tous, mais dans l'idée. Le côté, voilà, pas la prétention de faire comme ces gens-là, mais c'est des souvenirs que j'avais de gens que je regardais beaucoup. Et après, maintenant que c'est devenu mon travail, il y a des gens dont je regarde le travail, bien sûr, et qui tirent le truc vers le haut, que ce soit aux États-Unis, des gens comme Zane Lowe, en France, quelqu'un comme Mouloud, ou Oumar Diawara, qui est plus jeune, mais que je trouve très très fort, qui bosse sur France TV Slash. Bref, c'est pas forcément le mot inspiré en l'occurrence, là, mais c'est des gens qui tirent, je trouve, tout le truc vers le haut, et parfois, je vois les interviews, je fais putain, ça tue. Et je me dis, parfois, ça me met la pression en mode, enfin, c'est bien, quoi. C'est-à-dire que tu dis, bon, ben, là, le niveau, il est là, donc je peux pas. Il faut aussi. Mais tant mieux. Et je trouve aussi que. Je me souviens d'une vieille interview d'Olivier Cachin qui disait qu'historiquement, les médias rap, il y avait un truc parfois. Enfin, il le disait pas de manière péjorative, mais il disait qu'il y avait parfois un manque de professionnalisme parce que souvent c'était des passionnés et il y avait un côté fanzine dans la plupart des médias rap. Et après, sur les webzines, c'est la même chose. Il n'y avait pas forcément de journalisme de profession. Et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui parce qu'on est très peu, et moi je ne le suis pas, mais à être journaliste de formation et à faire ce métier-là. Mais par contre, tout est en train, je trouve, par rapport à une époque, de step up et de se professionnaliser. Quand tu vois ce que fait Bouscapé aujourd'hui et ce qu'il faisait en 2008, c'est pas le même site. Et il y a de plus en plus de journalistes qui émergent, qui sont qui sont passionnés et qui sont compétents et qui font très bien leur travail, à l'écrit également, en podcast, en vidéo. Donc voilà, donc ouais, il y a plein de gens. Moi, en tout cas, moi, je regarde beaucoup de choses. Je regarde beaucoup de contenu, pas que rap.
mais je regarde tout, ouais, je regarde beaucoup de Mais choses. ce que tu dis, c'est intéressant, parce que tu dis on n'a pas forcément de formation Ouais. journalistique. Je crois que c'est un truc de passionné, et surtout, il y a un truc où, tu vois, on a envie d'en être, en fait. Ça semble accessible, en fait, je crois, le rap. Et encore plus maintenant, puisque maintenant, il est énorme, donc il est partout. Donc il y a différents types de fans de rap et voilà, différentes manières de vouloir rentrer dans ce truc-là. Mais c'est vrai, ouais, c'est vrai. Euh, ouais. Et je crois que parce que c'est ce qui nous anime au début, c'est la passion. Euh, et puis aussi, peut-être parce que les formations, elles sont peut-être pas mises à jour. Et aussi parce que, tu sais, ça va changer, je pense. Moi, j'ai beaucoup de messages de gens qui sont en école de journalisme et qui me disent oui, je fais un mémoire, ou je fais ci, ou je fais ça, et j'aimerais être journaliste rap. Beaucoup. Beaucoup de meufs, de mecs qui m'envoient des messages par rapport à ça. Donc, c'est aussi une question de génération. Et je pense que demain, de la même manière, on en parlait en antenne tout à l'heure, il y a plein de rappeurs aujourd'hui qui font peut-être moins ça par passion, et ça parce que c'est une piste professionnelle de devenir rappeur. Parce qu'aujourd'hui, franchement, qui me disait ça? C'est Alonso qui me disait ça. Aujourd'hui, avec un 8 mesures, tu peux signer en maison de disque. Si ça buzz, etc. Et tu peux mettre la daronne à l'abri, tu vois, entre guillemets. Donc, tout est différent. Et je pense que tu peux allier, bien sûr, passion et comment dire, ambition professionnelle. Mais ça change. Moi, il y a beaucoup vraiment de gens qui, maintenant, je crois, voient aussi tout ce qui est autour du rap comme un boulot. Ce qui n'était pas le cas avant. Parce que ça, même, tu vois, même dans les années 2000, des rappeurs qui vivaient bien de la musique, enfin, je sais pas, j'étais pas dans les comptes de tout le monde, mais on avait l'impression qu'on n'avait pas tant que ça. Je me souviens d'interviews, ils disaient, bon, franchement, à part les 15 plus gros rappeurs, pour les autres, c'est la galère. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et du coup, ça déteint sur tout le monde, sur les médias qui génèrent plus d'argent qu'avant, sur les influenceurs, sur les labels. Donc il y a des nouveaux postes qui se créent aussi en maison de disques. Donc si demain, je sais pas, tu as envie d'être bref chef de projet dans le rap, c'est beaucoup plus accessible aujourd'hui qu'avant parce qu'il y a plus de rappeurs qui sont signés, plus de projets. Bref, donc c'est tout un truc qui est en train d'évoluer à ce niveau-là, je pense. Même de toute façon, ceux qui étaient passionnés de rap il y a 10 ans, qui ont maintenant des gros postes à responsabilité, qui vont plus accepter tout ce qui est urbain. Exactement, tout à fait aussi. Donc ça passe aussi par ce genre de choses, absolument. Tu vois, le street art qui a envahi. Ouais, complètement. Ouais, le street art, c'est un super exemple, effectivement, qui est partout, qui est presque institutionnalisé même maintenant. Donc ouais, complètement, complètement. Le milieu du journalisme rap, à tes débuts, c'était comment? Ben déjà, moi, alors, il y a quand même un truc très parisien dans ce truc-là. Et moi, au début, je n'étais pas à Paris. Quand j'ai commencé à écrire, j'étais à Lille pour les études. Là, je me sentais loin du game. Donc, je me souviens que quand il y avait des réunions à BCDR du son, je venais à Paris juste pour ça, pour un dîner, quoi. Et pour avoir l'impression de rencontrer les gens qui faisaient mon site préféré et qui eux-mêmes n'étaient pas journalistes. Ils avaient tous des jobs à côté ou étaient étudiants à côté. Donc, je ne le connaissais pas bien, moi, ce milieu-là. Et par contre, je sais qu'il y avait plein de gens que j'ai même parfois toujours pas rencontrés, dont je connaissais les articles, etc., et que je mettais Sur un piédestal. ouais, sur un pédestal, ouais, complètement. Notamment un mec de la BSTR qui s'appelait Antocadi. Ces articles m'avaient matrixé à l'époque. Il y avait aussi un mec qui écrivait sur le pseudonyme de Olivier Catin. Oh. Et qui était très fort. Il écrit notamment sur le hiphop.com, je crois. Il a rencontré. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Donc ouais, en fait, ce milieu-là, moi, je le connaissais pas, en fait, hein, honnêtement. Et même, tu vois, par exemple, les mecs de Bouscapé ou les gens de Rap Elite, c'est plus des gens que... Bon, maintenant, Bouscapé, on s'est un peu rapproché, mais c'est plus des gens que je rencontrais plutôt à partir de 2015 sur les tournages. Parce qu'en fait, rapidement, avec la BCDR sur Dailymotion, on faisait un peu tout le game, quoi. Et comme les autres, comme Rap Elite, comme Bouscapé, donc souvent on se rencontrait, mais il n'y avait pas vraiment, je voyais pas forcément de milieu à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a un game du journalisme rap quand même, aujourd'hui. Il y a des gens qui tweetent sur les journalistes rap, tu vois. Enfin, je veux dire, avant c'était pas le cas. Avant, à part Fred, Musa, Olivier Cachin et Mouloud, et encore Mouloud qui est même pas un journaliste rap, qui est plus que ça, qui interviewe des gens de tous horizons, etc. Mais à part eux qui étaient identifiés en 2010, il n'y avait pas de... Et encore, c'était même pas un sujet. Aujourd'hui, on parle des médias rap. Est-ce que les médias rap devraient plus faire ci ou plus faire ça? Il y a des gens, parfois, voter pour le meilleur journaliste rap.
tu vois. Je savais pas qu'il y avait tout Ouais, ça. sur Twitter, si, complètement. Sur Twitter, je parle de Twitter, bien sûr. Mais il y a des... et ça va aussi avec, je crois, l'exposition. Parce que, de toute façon, maintenant, aujourd'hui, il y a une starification de tout le monde. Y compris à un niveau moindre, mais des journalistes et des animateurs. Et donc, dans le milieu rap, oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Fif, quand il est reconnu dans la rue, on prend une photo avec lui. Bousca Colombien, c'est pareil, moi, ça m'arrive aussi. Donc, c'est un truc que je crois assez nouveau pour nous. Et du coup, ouais, là, maintenant, il y a un game. Tu vois, il y a un truc. Mais à l'époque, moi, je ne le voyais pas du tout. Ta première interview d'un artiste confirmé, c'était qui et comment ça se passe? C'était Danny Dan. C'était ma première interview, c'était extraordinaire. Parce que moi, bon, je l'ai assez dit, je crois que je saoule un peu les gens avec ça, mais moi, Danny Dan, voilà. Il est iconique pour toi? Oh, il est iconique. On doit l'inviter ici? Il faut, complètement. Ne serait-ce que pour l'entendre dire à la régulière, yo, pendant 1 heure, je veux voir ça. Tu ferais l'interview à ma place? Je pense que tu n'as pas besoin de moi, mais si tu le veux, avec grand plaisir. Mais ouais, c'était Danny Dan. En fait, donc moi, je suis obsédé par les sages poètes de la rue dans les années 2000, etc. Et c'est une époque où eux sont moins dans l'actu. Danny Dan, on attend son premier album, etc. Mais non, il est même déjà sorti, Poétiquement Correct. Il sort en 2006, pardon. Mais c'est pas comme en 2000 où Danny était une des grosses têtes d'affiche du rap. Là, c'est un peu moins le cas. Mais pour moi, c'est mon héros, quoi. Donc quand j'intègre l'ABCDR, je me rends compte qu'il y avait une vieille interview des Sages-Pots, vieille par la date, hein, pas par la qualité, et qui date de l'album Après l'orage, mais pas d'interview des mecs en solo. Et moi, je me dis, bon, il faut qu'on interviewe les trois de manière en solo. Et je commence avec Danny Dan, quoi. Donc c'est ma première, c'est même le premier truc que je sors sur l'ABCDR, outre la chronique que j'avais déjà écrite avant. Et je le contacte sur MySpace. Je crée un compte MySpace pour lui. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est là où je trouve parce que genre sur Instagram, maintenant je m'appelle Mehdi Mouse, ça n'a aucune signification. Et en fait, c'est parce que sur MySpace, il me fallait un pseudo, justement, tu parlais de pseudo, et je savais pas quoi mettre. Et genre, j'avais mis Niki par rapport à Niki Santoro, le personnage de Joe Pesci dans Casino, voilà, et j'avais mis Mouse, mais je sais pas pourquoi. Franchement, je suis pas fan de Mickey Mouse, j'en sais rien, tu vois. Et j'ai mis ça. Et c'est comme ça que je le contacte. Et voilà, et je le contacte pour caler une interview pour la BCDR et tout, et on se voit à Boulogne. Il me répond, très cool et tout, on donne rendez-vous devant le Darty de Boulogne, et on fait l'interview sur les quais de Seine à Boulogne, et c'était trop bien. Mais pour moi, c'était une journée magique, hein, parce que je vais à Paris, donc je prends ma Skoda Fabia, je vais à Paris, je me gare, déjà je rencontre les mecs de la BCDR, je les avais peut-être déjà rencontrés, mais tu vois, déjà je mange avec eux, pour moi c'est ouf, parce qu'on fait l'interview à 3. Ils ne m'ont pas laissé tout seul, ils m'ont encadré, même si je l'avais mené. J'avais imprimé l'interview en 3 exemplaires pour nous tous, ils étaient, ah putain, tu vois, je suis arrivé très très scolaire. Et après on voit Danny, quoi. Et moi, à ce moment-là, je suis vraiment, même je pense que c'est un truc que j'ai encore des fois, mais il y a vraiment un truc fan, c'est-à-dire que je ne suis pas un journaliste à ce moment-là, vraiment pas, je suis juste, putain, il y a Danny Dan. Il y a ton cœur qui bat. Ouais, complètement. Ouais. Complètement, c'est franchement. comme le track, quoi, avoir le track. Ouais, complètement. Mais c'est un track qui est euphorique, qui est cool, celui-là. Parce que je suis content d'être là, tu vois. Je suis pas tétanisé, mais je suis, ouais, quand même. Et donc, on fait l'interview et c'est charmé, franchement, c'est trop bien. Et après, je me souviens que je rentre dans l'Oise et je suis en voiture, je suis trop content, tu vois. J'ai l'impression que c'est la fin du film, tu vois. Quand le héros il a gagné. Ouais, bah oui, voilà, je mets sûrement un CD de Danny Dan et tu rentres chez toi avec, tu vois, t'as l'impression que c'est bon, t'as fini le jeu alors que c'est que le début. Mais ouais, c'était ça ma première interview. Ouais. Et t'étais payé pour cette interview? Non. Ah, non. Mais moi, j'ai pas été payé avant 2014. Hein. Mais ça, c'est intéressant aussi qu'on en parle. Parce que tu vois, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent, et ils ont raison, sur le problème, ils disent, moi, tout travail mérite salaire, moi, je vais pas faire des piges gratuites pour... Et dans l'absolu, ils ont raison. Surtout si c'est des médias établis. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, par exemple, là, il y a un mec qui m'a contacté pour me faire mes vignettes sur YouTube. Ben moi, je le paye, évidemment, c'est normal. Moi, aujourd'hui, je suis en mesure de le payer et je ne vais pas demander à quelqu'un de travailler gratuitement pour moi. C'est normal. Voilà. Je travaille pour Apple, pour Red Bull, ce serait du foutage de gueule si je disais j'ai pas de budget pour toi. On a des budgets pour ça, heureusement. Par contre, récemment, il y a un petit média
enfin petit, genre ils vont sûrement grossir d'ailleurs, mais qui faisait un truc sur Twitter et qui disait ouais, on recrute des gens, c'est pas rémunéré. Parce qu'eux ne génèrent pas d'argent en fait. Et ça a généré un truc en mode mais vous vous foutez de la gueule de qui? En fait, c'est un truc de passionné. Donc moi, j'ai fait énormément, et je suis pas le seul, énormément de choses par plaisir. Et un jour, ça a payé. Je dis pas à tout le monde qu'il faut travailler 6 ans gratuitement comme je l'ai fait pour un jour espérer, pas du tout. Mais je dis qu'il y a énormément d'opportunités qui me sont arrivées parce que j'ai accepté aussi parfois des choses gratuitement. Un jour, on m'invite dans un podcast, je me retrouve à parler, etc. Je ne suis pas payé. Et un jour, le producteur de ce podcast me dit écoute, j'ai un podcast là l'animateur va se barrer, ça s'appelle No Fun, est-ce que tu veux reprendre l'animation? Bah ouais, à fond. Et parce que, tu vois, voilà, quand j'ai écrit un livre, j'ai pris une avance ridicule. Mais j'ai écrit un livre, j'étais trop content. Et c'est mon humble avis. Je dis pas que si tu mets un prix directement sur ton travail, tu as raison aussi. Ça veut dire que tu vas. Mais moi, je ne l'ai pas fait et je sais que ça m'a été bénéfique parce que parfois, toutes ces expériences bénévoles, en fait, je me disais même pas, je suis bénévole. Je me dis, c'est trop bien. Je vais interviewer Danny Dan. Ah, je vais interviewer un tel, je vais interviewer Akhenaton, je vais interviewer. C'était du plaisir en fait. Après, évidemment, quand tu consacres du temps pour quelque chose qui génère de l'argent, tu es en droit de te dire, mais nous, ce n'était pas le cas, il n'y avait pas d'argent. La BCDR ne générait pas d'argent, il n'avait pas vocation à le faire, ce n'était même pas une volonté. On en a généré uniquement via le projet de Dailymotion, parce que là, on était pour une grosse structure, on produisait du contenu, ils nous ont dit, bon, on vous paye. Voilà, c'était assez logique. Mais non, moi, j'ai mon premier billet dans le rap, je l'ai pris en 2014, quand Dailymotion nous rémunérait pour ces émissions-là. Tu appréhendes différemment l'interview d'un artiste français et celle d'un artiste américain? Déjà oui, parce que mon accent il est pourri. Donc c'est quand même, tu te dis, même si je parle anglais plutôt bien, je crois, mais par contre mon accent c'est cata. Est-ce que tu peux répondre en anglais, tiens? Yes, I can speak English. Tu vois, l'accent il est cata. Mais non, déjà finalement, tu sais, je fais pas tant d'artistes américains. Par manque d'opportunités, en fait, encore plus avec le Covid maintenant. Et c'est vrai que c'est aussi un truc qu'on veut faire, notamment avec Apple, parce que Apple Music est très gros aux US, etc. Donc il y a ce truc-là qui sûrement, voilà, j'espère se multipliera à l'avenir, mais aujourd'hui c'est compliqué. Oui, quand même, pour répondre à ta question, en tout cas, oui, un petit peu, parce que déjà aujourd'hui, les artistes français, ils me connaissent. Rap en tout cas, souvent. Soit on s'est déjà rencontrés, soit ils ont déjà vu mon travail, etc. Donc on n'est pas dans le même... Tu sais, il y a quand même le secret, je crois, d'une bonne interview, c'est aussi de réussir à mettre à l'aise la personne. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc c'est plus facile de mettre à l'aise quelqu'un quand la personne te connaît et qu'avant que vous checkez et vous échangez 2-3 trucs et vous parlez 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, j'en sais rien, et après on rentre dans l'interview. Avec un Américain qui ne te connaît pas, tu peux, hein, avoir un moment cool. Mais déjà, tu vois, c'est pas... Donc, tu as déjà tout un truc de bon. Il faut que je réussisse à gagner la confiance de cette personne-là, qui n'a aucune idée de qui je suis, qui souvent est dans des journées promo de l'enfer, qui vient pas pour toi, qui te cale entre deux trucs et deux médias. Et en plus, tu peux avoir le truc qu'on connaît, pas toujours, mais qu'on connaît, des Américains qui viennent en France et qui voient pas forcément l'intérêt de nous parler. Ils sont en plus froids. Exactement. Ils sont froids, parfois ils sont super enthousiastes. Enfin, moi, je me souviens j'avais interviewé Mario, le chanteur de Let Me Love You, sur OKLM, et il était avec un garde du corps, tu vois. Je vois jamais de rappeurs français avec des gardes du corps. Pourtant, ils sont beaucoup plus reconnaître que Mario à Paris, tu vois. Mais il était très cool en plus, Mario, c'est juste, tu vois, dans l'idée. Et nous, on n'a pas ce truc-là. Les rappeurs, ils viennent seuls ou en équipe, mais je veux dire, voilà, c'est pas... bref, donc c'est en ça que c'est plus compliqué peut-être, c'est de réussir à briser la glace, quoi. Comment se crée la BCDR du son? Ouais, c'est pas moi qui l'ai créé. Nico en parlerait mieux, hein, encore, franchement, moi je le remercierai jamais assez, hein, parce que je serais pas en train de parler avec Princesse Agnès tout de suite, sans lui. Mais je crois que c'est juste, tu sais, c'est une obsession d'ado, en fait. C'est la même chose que ce que je te dis, c'est de la passion. Tu vois, il était étudiant, il avait la vingtaine, il avait envie de parler de rap. Et il avait envie de créer on ne parlait pas encore de blog à l'époque, donc il crée un webzine en 2000. Et voilà, c'est encore, il faut se dire que 21 ans après, le webzine existe encore quand même. Donc c'est cool, lui n'est plus là, parce vit aux États-Unis, il a une vie de famille, il fait plein de choses.
Mais la marque ABCDR, elle est encore là, elle a encore de la valeur, quoi. Et l'équipe qui travaille fait encore des trucs mortels. Comment tu définirais la BCDR par rapport à 90 BPM? Il y avait plein de styles Bah, différents. Je crois que ce qui l'a différencié, c'est l'endurance. Parce qu'en fait, au début, c'est un peu la même ambition pour tous ces sites-là. C'est un peu de donner, je crois, aussi comment dire, un contre-pied aussi aux médias dominants, entre guillemets. Donc, il y avait quand même beaucoup de rap indé sur ces sites-là, beaucoup même de rap parfois alternatif, ce qu'on disait. En tout cas, il y avait aussi une volonté d'explorer d'autres scènes et de ramener un autre ton. Et tout le monde avait ça, il le faisait assez bien. Il y avait Hip Hop Core aussi, tu vois, tous ces sites-là le faisaient très bien. Je crois que juste que la BCDR, ce qui a différencié ça, c'est l'endurance. Toujours se renouveler, toujours ramener de nouvelles têtes, des gens qui parlent d'autres choses. Moi, quand je suis arrivé, par exemple, j'ai vachement ramené le côté nouvelle scène rap français de l'époque. C'est-à-dire, j'arrive, je parle de Nesbill, Olkinry, Salif, tu vois, qu'on j'avais interviewé 2 fois, tous ces gens-là qui n'avaient jamais vraiment été présents, en tout cas interviewés sur la BCDR. Voilà, Nemo, quand il arrive là-bas, il ramène tout le côté rap sudiste. Il arrive, il parle de Bun B, etc. Et c'est ça la force de la BCDR, c'est je crois d'avoir toujours essayé de traiter le rap dans son exhaustivité. C'est compliqué, en tout cas dans son ensemble, tu vois, et de ne pas avoir de chapelle. Toi, tu as amené quand même un nouveau côté, du coup, parce que quand même, c'était assez élitiste, la BCDR. Ouais, c'était l'image que la BCDR avait, tout à fait. Et moi, je voulais... en fait, moi, je voulais que la BCDR, ça devienne pop. Mais pop populaire, tu vois. Et je voulais que ce soit Pitchfork, tu vois, un truc classe, élitiste, mais en même temps, on peut parler, qui va faire une chronique aussi bien sur Lady Gaga que sur un truc indien que personne ne connaît. Et moi, je voulais qu'on fasse ça avec le rap, tu vois, qu'on puisse faire aussi bien Joe Lucas que Caris, tu vois, la même semaine. Et c'est ce qu'on fait, et c'est ce que la BCDR fait encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'est vrai que ouais, moi, j'avais vachement ce truc-là, parce que aussi c'est ce que j'écoutais, tu vois, à un moment, enfin, quand j'arrive, ouais, moi je me bute à ces rappeurs-là, quoi, à Nesbill, même aussi un mec qui était pas forcément, enfin, qui faisait vachement débat déjà à l'époque, c'est Lafouine. Mais moi, quand je suis en 2011, Lafouine, j'écoute, hein, à balle, franchement. Et donc, je me souviens, j'ai fait un article sur le blog de la BCDR sur pourquoi Lafouine nous remportait une victoire de la musique. Il y avait des fans de la BCDR qui étaient pas cordates du tout. Mais voilà, mais c'est vrai que ouais, moi j'avais ce truc-là parce que je crois que j'avais toujours. Tu sais, je regardais aussi beaucoup les sites comme Complex aux États-Unis, etc. Et ce truc-là de réussir à la fois proposer parfois du contenu que personne ne propose, quali de fou, et aussi parfois un peu plus, je veux dire putaclic, ce complexe. Moi, je voulais pas forcément faire du putaclic, mais je voulais qu'on arrive à tout concilier, ce qui est compliqué en réalité. Mais c'était un peu mon rêve, ouais. Ouais, tu as apporté un peu cette nouvelle alternative. Peut-être, ouais, peut-être. Je sais, j'étais pas seul, hein. Mais en tout cas, c'est vrai que moi j'avais cette vision-là, et c'est aussi ce qu'on avait fait dans l'émission ABCDR, etc. Vous étiez un peu considérés comme les vrais, comme les MC, quoi, que tout le monde valide, ouais, mais qui n'ont pas de reconnaissance commerciale. Ouais. Comment vous le viviez à l'époque? On s'en foutait parce qu'on ne voulait pas de reconnaissance commerciale. Mais j'aime beaucoup l'analogie parce que moi je la fais souvent aussi. Et même je la fais, tu sais, même parfois quand... Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai des trucs qui marchent plus qu'à l'époque, en termes de vues, des trucs comme ça. Et parfois tu as des gens qui vont dire « Ah, c'était mieux avant », tu vois, comme les rappeurs, tu sais. En fait, on va te préférer quand tu faisais un EP que personne ne connaissait, mais et que quand tu fais ton premier disque d'or... Alors peut-être aussi parce que l'EP était meilleur, donc peut-être que parfois il y a des trucs que je faisais avant qui étaient meilleurs. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, c'était pas un souci. Parce que déjà, encore une fois, il n'y avait pas d'ambition. On était déjà très heureux de... Enfin, l'ambition, c'était de s'amuser et de ne pas trahir la marque ABCDR. Il y a toujours ce truc-là, je crois. Tu vois, de pas... Il y a des trucs que je sais pas, que j'ai pu faire dans ma vie, mais que j'aurais jamais fait pour la BCDR. Certaines interviews, certains trucs, certains formats. Et voilà, mais non, franchement, on était OK avec ça. Et un moment, pour répondre complètement à ta question, un moment, j'avais été mis en relation avec un mec qui gérait une régie pub. Et ça devait être vers 2010, je sais plus. Et on avait fait un rendez-vous que j'avais pas fait moi, mais l'équipe avait fait un rendez-vous. Et le mec avait clairement dit, bon... C'est lourd ce que vous faites, mais vous ne générez pas assez de trafic, ce ne sera pas intéressant. À partir de là, on s'est dit, bon, ben vas-y, nous, on ne fera pas d'argent avec ça, et c'est pas grave. On s'est posé la question quand même, hein, à un moment. Mais voilà, on s'est dit, bah écoute, peut-être que nous, on est destinés à être justement des rappeurs au succès d'estime. Et nous, comme on n'avait pas de volonté d'en vivre, ça nous allait très bien, en fait.
d'être validé, sans forcément avoir de succès, c'était ok. Et moi, à un moment, par contre, ça m'a saoulé, à titre personnel. La BSTR, je pense, s'en fout, mais moi, à un moment, ça m'a saoulé, ouais. Et donc, je voulais, je sais pas, ouais, je voulais qu'on parle à plus de monde. Moi, c'était même un peu une obsession. Par exemple, quand on a fait en 2014, moi, je commence à organiser des soirées à BCDR. Et c'était trop cool. Mais je voyais dans le public que on avait plus de 25-30 que de 20-25. Beaucoup de mecs. Et je me disais, bah, c'est dommage en fait. Ça veut dire qu'il y a toute une partie du public rap. Parce que quand j'allais aux soirées Yard, il y avait des gens qui étaient 5 ans plus jeunes, un public beaucoup plus mixte. Et je me disais, on n'arrive pas à toucher ces gens-là. Voilà, après, et après, par exemple, je vois sur les soirées que je continue à organiser, qui sont plus les soirées ABCDR, bon, que je continue à organiser, le public était aussi quand même, je dois le reconnaître, assez masculin, mais plus jeune et surtout, comment dire, beaucoup plus en accord avec ce que moi j'écoute, par exemple. À un moment, voilà, je sentais qu'on était aussi écouté par des gens qui parfois, ou lus, qui ne partageaient pas complètement notre évolution, en tout cas moi la mienne. Et voilà, mais la BCDR était complètement OK avec ça et a toujours voilà, à jamais vraiment. À part, tu vois, ce truc-là où on s'est posé la question à un moment et puis on a vu que c'était pas pour nous, quoi. Tu vois, comme, je sais pas, un rappeur à qui on va proposer de faire un single radio, en fait, tu sens que c'est pas pour toi. Donc tu dis bon, et c'était ça. Mais c'est quoi les soirées que tu organises là? Bah, que tu as organisées dernièrement? Ouais, c'était des soirées qui s'appellent les Mouse Party. Et ça se passe enfin, peut-être qu'on change d'ailleurs, mais ça se passe au Sacré, qui est l'ancien Social Club. Et on écoute du rap, voilà, de minuit à 6h du matin. C'est trop bien. Mais c'est pas toi le DJ? Non, parce que j'ai trop de respect pour les DJ. On m'a déjà proposé, j'ai jamais mixé. J'ai trop de respect pour les DJ et genre, même pour les DJ Selecta, je sais pas, pour moi, et puis, en plus, tu vois, dans ces soirées-là, il y a parfois des très bons DJ, parfois des mecs qu'on aime bien juste qui viennent passer du son, et tu vois la diff. Tu sais, parce que même maintenant, c'est devenu facile de mixer. Enfin, de mixer. Je dis pas que c'est facile d'être DJ. Hein. Et du coup, plein de gens mixent. Et du coup, on peut se dire, ouais, en fait, les gens, ils s'en foutent maintenant d'un bon DJ. Et franchement, tu vois la diff. C'est pas pour faire genre. Quand même sur des trucs, je parle pas de faire des scratchs ou des passe-passe. Hein. Je parle juste de passer du son. Un vrai ou une vraie DJ, il y a un truc qui se passe. Ce qui est différent de juste un mec qui va passer des hits. Tu sais, c'est pas la même science, c'est pas les mêmes trucs, c'est pas. Donc j'essaye quand même d'avoir des gens qui savent mixer, qui prennent ça à cœur ou qui ont envie de progresser et qui tiennent la foule, quoi, qui tiennent les gens. Et qui viennent bénévolement. Pour la passion. Non, parce que justement, ça dépend en fait. Au début, tu sais, non, dès le début, parce que moi, la première soirée à BSTR, il y avait Hologramlo, Louis Chen, etc. Et on les a payés. J'ai directement payé les gens. Pourtant, on ne faisait pas d'argent. Mais non, là, tout le monde, ils sont évidemment payés sur les recettes de la soirée, etc. Qui sont pas énormes parce que c'est pas un énorme club. Mais par contre, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que on écoute. Tu te rends compte que là, maintenant, les gens ne veulent que du rap français en soirée. C'est incroyable. Et quand on met genre Drake, que pourtant tout le monde aime Drake, en tout cas, tu vois, et ben les gens s'en foutent. Ils veulent le troisième couplet d'Alpha One sur Carrelage italien, tu vois. Et on a un public aussi qui est très demandeur de rap, très connaisseur, et qui s'ambiance sur ce rap-là, et c'est incroyable. Mais du coup, je me dis, parce qu'il y a des gens parfois qui m'envoient des messages, je me dis, ouais, ça va être ma première fois en soirée. Je dis, crois pas que les boîtes de nuit, c'est comme ça. Là, c'est exceptionnel hein, d'écouter ce genre de rap-là pendant 6 heures. Mais voilà. Mais c'est une aussi parce que j'aime bien faire la fête. Mais deux, en tout cas au début, c'était aussi parce que j'avais envie de populariser la marque ABCDR et de développer un peu ce truc-là, quoi. Beaucoup de rappeurs parlent d'entertainment et ne se sentent pas responsables du comportement des jeunes. On en parlait tout à l'heure en antenne. Est-ce que tu penses que le rap a un impact sur ces jeunes? Je pense que c'est évident. Après, est-ce qu'il faut... est-ce que les rappeurs doivent faire attention à ce qu'ils disent ou quoi? Je sais pas. Je pense que j'évolue quand même beaucoup maintenant en prenant un peu d'âge. Mais c'est sûr qu'il a un impact en tout cas. Ça, on peut pas le nier. Aujourd'hui, les rappeurs, c'est les super-héros des gamins. Ou des objectifs ou des exemples de réussite, évidemment. Mais un impact à différents degrés. Hein. Un impact déjà dans les expressions. Quand un rappeur populaire va dire quelque chose, beaucoup de gens vont répéter ça. Quand un rappeur populaire va faire un mouvement, une gestuelle, on va commencer à danser comme ça.
Et donc, parfois, quand un rappeur va dire quelque chose, ça peut aussi, évidemment, enfin, je veux dire, l'impact du rap aujourd'hui, il est tellement énorme. Tellement énorme. Puis, il n'y a pas que la musique, il y a les réseaux aussi. Et les rappeurs sont très présents sur les réseaux. Donc oui, pour moi, c'est évident qu'il y a un impact. Parfois, je pense qu'il est très positif. Parce que, tu vois, quand tu, enfin, je sais pas, quand tu vois un mec de 20 ans qui réussit, qui met sa famille bien, etc., c'est mortel, en fait. Grâce à la musique, c'est trop bien. Donc si ça impacte des jeunes et ça les motive à, je sais pas, à s'en sortir, etc., c'est trop bien. Après, quand tu as des propos, je sais pas moi, problématiques qui sont entretenus, là c'est un autre truc. Mais j'ai même l'impression, franchement, que le rap, sur tout ça, il est quand même en train un peu de faire son examen. Par exemple, dans le rap, historiquement, il y a beaucoup de propos homophobes. Énormément. J'ai l'impression, peut-être je me trompe, qu'il y en a de moins en moins aujourd'hui. Et qu'il y a des choses qu'on disait, qu'on ne dit plus aujourd'hui. Mais il y a une espèce d'autocensure. Peut-être, mais bon, si au moins ça peut permettre de ne pas entretenir, de ne pas véhiculer massivement des propos homophobes, tant mieux en fait. Je prends quand même ça comme une évolution. Mais franchement, en tout cas, les rappeurs, je sais pas, mais le public rap, il a vachement évolué. Parce que, franchement, moi, j'étais interviewé récemment par un petit média. L'interview sortira pas, donc mais voilà. Et ils sont jeunes. Et franchement, eux, ils sont au-delà de ces considérations-là. Est-ce que t'es une meuf? Est-ce que t'es un mec? Est-ce que t'es gay? T'es pas gay? Franchement, ils écoutent du rap, quoi. C'est une musique, et moi, je crois vachement. En fait, de toute façon, c'est les jeunes qui décident. Encore plus dans le rap. Donc moi, je crois vachement à la jeunesse et en justement comment elle va faire évoluer ce truc-là. Et aujourd'hui, je pense vraiment qu'un rappeur sexiste, homophobe, etc., en fait, à un moment, il ne sera plus validé. J'y crois. Parce que le monde, il change, en fait. Donc peut-être ils vont changer par autocensure, mais au bout d'un moment, ça va changer, quoi. Tu vois. Par exemple, la religion dans le rap. Ouais. Il y a de la religion dans le rap. Oui. C'est l'opposé. Oui, c'est vrai. Mais après, bon, ça, c'est les rappeurs et leur foi, ou, tu vois. Mais en tout cas, moi, je pense sincèrement que ça va dans le bon sens. Sur ces trucs-là. Après, il y a des trucs, comment dire, on en parlait aussi en antenne, des messages extrêmement violents, etc. Bon, ça, c'est autre chose. Mais tu vois, ça, c'est aussi, moi, je me pose beaucoup la question. Et c'est même un truc qu'on nous reproche, je crois, certains journalistes rap, c'est comment est-ce qu'on challenge les rappeurs et les artistes sur ces sujets-là. Parce qu'en fait, effectivement, moi maintenant, je vais avoir 35 ans. Moi, ma vie, entre guillemets, elle n'est pas faite, mais c'est pas un rappeur qui va m'influencer aujourd'hui. Mais c'est peut-être pas le cas de quelqu'un de 15 ans. Donc comment est-ce qu'on... donc c'est-à-dire qu'en fait, et donc ça va plus loin. Parfois, je peux entendre des trucs et ça va... Moi, comme ça m'impacte pas, comme je sais que je suis au-dessus de ça, bon, bah, je vais même pas y faire gaffe, alors que je devrais. Donc aujourd'hui, effectivement, comment nous aussi on questionne les artistes sur ces sujets-là, c'est une vraie question. Et je pense que tu vois, on parlait tout à l'heure des médias rap et on disait voilà, ça progresse dans le bon sens. Je pense que la prochaine étape pour nous, et je m'inclus évidemment là-dedans, c'est comment on devient plus responsable en fait, et plus éveillé sur tout ça. Et comment aussi, voilà, c'est bon, maintenant on soutient les artistes, on fait des beaux contenus, etc. Comment est-ce qu'on les challenge? On ne le fait pas, ça encore. Il y a même les gens parfois reprochent, même, je pense aux médias, une certaine forme de connivence avec les artistes. Je pense qu'elle existe. Parce qu'à la base, nous, on s'est vachement créé en mode ah, les gros médias, ils n'aiment pas le rap, donc nous, on va se construire un peu contre ça. Maintenant, ça y est, le rap, il a gagné, les médias rap ont grossi, donc il faut peut-être aussi que nous, on fasse une mise à jour là-dessus. Et ça ne veut pas dire descendre les rappeurs. Enfin, moi, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le vois. Mais par contre, on doit, je crois, être un peu plus éveillé, réactif sur certains trucs. Et plus critique. Et plus critique, tout à fait. Ouais. Sans les descendre, quoi. Ouais, non, l'idée, c'est pas c'est pas crédible si tu descends les gens. Mais par contre, on doit être plus critique. Ouais. T'as l'examen de promo, voilà. Mais il y a d'autres formats qui doivent exister, et puis d'autres manières aussi de nous mettre à jour. Mais ça, je pense, c'est la prochaine étape. Et je pense encore une fois que les jeunes qui vont créer des médias rap, ils vont voir, ok, avant il y avait ça, là il y a ça, bah nous on va faire ça, on va le faire mieux.
comme nous, on a essayé à notre niveau d'apporter quelque chose, et ben, tu vois, donc je pense que c'est toujours les jeunes qui décident hein, et qui font évoluer le truc. T'as des enfants ou pas? Pas encore. Pas encore, ok. Sinon, j'allais te demander si. Ou des petits-neveux, des petites-nièces? Non, ouais, ils sont trop petits encore, donc non. Ok. Tu leur ferais écouter le rap actuel, si t'en avais? C'est une bonne question. J'ai pas la réponse, honnêtement. Y a des choses que je pourrais faire écouter, mais déjà, je pense qu'à un moment, de toute façon, c'est les enfants qui décident, tu vois, parce qu'il y a la cour de récré, etc. Donc, mais ça, c'est plus grand. Donc, à un moment, je veux dire, même si je ne leur fais pas écouter, s'ils veulent écouter Kobalade, ils vont écouter Kobalade. Tu vois. Donc, après, c'est comment je fais en sorte que qu'ils prennent ça comme ça doit être pris, c'est-à-dire du divertissement, pour reprendre ton terme. Mais je sais pas, j'ai pas la réponse honnêtement. Parce que même dans les artistes que j'adore et que j'écoute tous les jours, il y a des gros mots, tu vois, et c'est une vraie question. Donc je pense que non, je pense que de toute façon c'est y a plein, enfin je veux dire, c'est pas une musique pour gamins en vrai. Même si elle est vachement écoutée par les gamins aujourd'hui, c'est pas une musique pour les gamins. Donc je crois pas, non, je crois pas. À part quelques trucs, je pense pas. Est-ce qu'il y a une interview où t'as déconné, où t'as merdé? Ouais. Oui, bah déjà, il y a des interviews où t'es pas bon, déjà, ça arrive. Des fois, t'es fatigué, tu vois, tu fais plusieurs interviews dans la même journée, bah t'es moins bon. Donc ça arrive, bien sûr. Et puis je crois que j'ai pas forcément une interview en tête, mais par rapport à ce que je t'ai dit juste avant, il y a des interviews où je pense sur certains sujets, j'ai pas été assez réactif, tu vois, où j'ai pas questionné un artiste sur un propos qui pouvait être homophobe, qui pouvait être raciste ou qui pouvait être sexiste, etc. Et de toute façon, j'ai interviewé des gens qui ont eu des propos sexistes, puisque énormément de rappeurs en ont eu. Donc je les ai, enfin je l'ai peut-être déjà questionné, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de fois où je ne l'ai pas fait en tout cas. Aujourd'hui, je pense que c'est forcément une question que je dois me poser, parce que, mon travail il est plus regardé qu'à une époque, donc il y a aussi plein de jeunes enfin je ne prétends pas être un exemple ou quoi, mais il y a aussi des jeunes qui regardent ça, et voilà, et donc je dois être meilleur qu'hier de toute façon. C'est le cas c'est la même chose pour tout le monde. Donc oui, je pense qu'il y a plein d'interviews où parfois j'ai passé des bons moments, etc., où j'aurais dû être meilleur, où j'aurais dû poser certaines questions, c'est clair. Et je ne l'ai pas fait. T'as un artiste en tête? Il y a une question en tête? Bah, il n'y a pas un artiste en tête, mais il y a une interview qui sort beaucoup. C'est tu vois, l'interview avec Al Capote qu'on fait en 2015. Une interview, franchement, qui m'a beaucoup apporté en termes de succès, notoriété, qui ressort tout le temps sur les réseaux. Donc, je ne vais pas cracher dessus. Hein. Mais dedans, moi, Alka, je le connais. Donc, je sais qu'il est dans un divertissement total. Et qui est là. Et Alka, cette interview-là, je vais le chercher avant. Et il est tout à fait, voilà, la caméra s'allume, ça devient le Capote en fait. Et il sait qu'il doit nous donner ce personnage-là. Donc il le donne. Et donc à un moment, il va sur des trucs, etc. Et comme nous, on le connaît et qu'il est drôle, on rigole. Et aujourd'hui, je crois que si tu regardes la séquence, tu peux dire, mais en fait, il cautionne. Ou en fait, si tu prends juste ce truc isolé, tu vas dire, bah, c'est trois mecs qui sont en train de rigoler de propos homophobes ou quoi, tu vois. Et donc, je crois que le fait de rigoler, bon, bah, si c'est drôle, tu as le droit de rigoler. Mais par contre, tu dois mieux, à mon avis, gérer la situation que je l'ai fait à l'époque. Autre chose, on reçoit Vald pour Agartha. Il y a une journaliste qui est avec moi qui s'appelle Yasmine. Elle lui demande est-ce qu'il se sent féministe. Et pareil, c'est une séquence qui tourne beaucoup sur les réseaux. Et il fait une réponse où il fait du Vald. Donc il est dans la provoque, etc. Et nous, je dis nous parce que moi, je suis avec Driver, que tu connais à ce moment-là, et on rigole en fait. Parce qu'il est drôle, et qu'on trouve ça drôle sur le moment. Mais quand tu vois la séquence, tu peux dire en fait, il y a trois mecs qui sont en train de rire du féminisme devant une journaliste qui est seule face à trois mecs. Mais comment elle l'a vécu, c'est ça le plus important. En fait, je crois, il faudrait, je ne veux pas parler à sa place, puis je lui demanderai, parce qu'enfin on a déjà reparlé, parce qu'on est encore en très très bon, enfin en contact avec Yasmine, mais je crois pas qu'elle ait si mal vécu que ça, mais je veux pas parler à sa place parce qu'en fait, elle connaît Vald, après le moment était très cool et on sait pas, enfin c'était pas une attaque, c'est Vald qui est comme ça. Je pense qu'il aurait pu répondre comme ça, je pense vraiment à moi, à Driver. Là il s'avère que c'est Yasmine qui a posé cette question parce que c'est Yasmine qui était aussi peut-être
plus concernés que nous par ces sujets-là à l'époque, et que nous, il y a des mises à jour qu'on n'avait peut-être pas encore fait. C'est pas si vieux que ça, hein, mais je pense qu'il y a des mises à jour qu'on n'avait pas encore fait. Et aujourd'hui, je ne gérerai pas la situation de la même manière. Mais pour toi, elles sont nécessaires, ces mises à jour? Bah, je pense que quand quelqu'un. Parce que si tu regardes la séquence, t'as Val qui dit bah, une féministe, elle est mal baisée. Ouais, je crois qu'il faut qu'on se mette à jour, ouais. Tu vois. Et même s'il fait ça en mode provoque, tu peux rigoler. Si la blague est drôle, t'as le droit de rigoler. Mais par contre, en tant qu'animateur, et donc le mec qui modère le débat, je pense que j'aurais dû recentrer le truc, ou en tout cas plus témoigner montrer à Yasmine que je suis avec elle. On doit que je suis pas contre elle. Et je pense pas lui avoir montré, mais en tout cas ça peut être pris comme ça. Ça pouvait être pris, je pense, pour trois mecs qui sont là, le féminisme, oh, on nous fait chier. Non, mais elle-même, si elle a rigolé, si elle. Oui, mais en tout cas, je sais comment la séquence a été prise. Il y a des gens qui disent oh, c'est génial, oh, Vald, il est trop fort, vous avez vu comment il répond, il est trop drôle. Et les gens ont le droit de le prendre comme ça. Il y a des gens aussi qui se sont dit franchement, ça a mal vieilli cette séquence-là. Ouais, mais après, tu sais, il y a quelques jours, il y avait l'anniversaire de la mort de Gainsbourg. Ah, il bien y sûr. avait la polémique partout, comment ça, Gainsbourg, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas parler comme ça, mais tu sens surtout, les inconnus ne peuvent pas faire de blagues. Je pense pas qu'il faille que tout soit lissé. Et je pense pas que ces blagues-là, je pense que ce qu'a dit Al Capote, ce qu'a dit Vald, ils peuvent le dire. La question, c'est comment nous, en fait, en tant que médias, on diffuse ces propos-là et comment est-ce qu'on les questionne. Tu vois, parce qu'en fait, t'as raison. On peut faire des blagues limites, on peut questionner, et puis les gens peuvent penser, voilà. Mais le problème, c'est que là, il n'y a pas eu de débat. Je pense qu'on aurait dû, nous, mieux discuter de ça. À partir du moment où Yasmine met ce sujet-là, je pense qu'on n'aurait pas dû juste, elle, l'envoyer au casse-pipe et se prendre une vanne qui va tourner sur les réseaux en boucle. Et voilà, c'est juste ça. Je ne dis pas que j'ai merdé, mais je pense qu'en tout cas, je dois être meilleur sur ces choses-là. Ça, c'est par rapport à ta conscience journalistique, alors. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis même, tu sais, conscience journalistique, tout à fait, mais aussi, même moi, je pense que je ne suis pas le même mec qu'il y a 5 ans. Sur certains sujets, tu vois, le monde, il évolue vachement. Et moi, c'est marrant, tu sais, je me suis toujours vu comme quelqu'un de progressiste, comme quelqu'un de tolérant. Parce que j'ai été élevé comme ça, etc. Et en fait, je pense que, j'ose espérer que je l'ai toujours été, mais je me rends compte qu'il y a je sais pas, des choses que j'ai pu dire dans ma jeunesse, etc. Des mots que je dirais plus jamais, ou des questions que j'ai pu poser, ou quand ça me dérangeait pas de faire un podcast avec 4 mecs, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, la question de l'inclusion, de la diversité, elle est importante. Aujourd'hui, je ne me vois pas lancer une nouvelle émission sans qu'il y ait de la diversité, tu vois. Parce qu'il y a plein de meufs, tu vois, qui parlent de rap, qui en parlent bien, etc. Donc, je parle pas de quotas, je parle pas de se forcer à mettre des meufs partout. Mais je pense de se poser la question, au moins. Tu vois. Après, il faut voir aussi l'époque. C'est-à-dire là, si tu avais fait un podcast il y a 10 ans, il n'y avait pas beaucoup de nanas, tu vois, donc c'est logique. Tout à fait, Et non, c'est vrai. Dis, ça évolue, donc là, les nanas, elles intègrent plus. C'est vrai, mais en tout cas, avant, je me serais dit, allez, on fait un podcast, oh c'est bon, avec les copains, allez, tu vois. Aujourd'hui, je ne peux pas réfléchir de la même manière. Je pense que si je lance un nouveau truc, je dois me poser à minima la question. Si après, il n'y a personne avec qui on bosse, ben, voilà, mais voilà, en tout cas, je me rends compte que moi, il y a plein de questions que je me pose que je ne me posais pas avant. Et je pense que c'est bien, je pense que c'est ça, tu vois. Mais, ouais. Bon, tu m'appelleras alors. Tu veux plus parler de rap, toi. Par exemple, moi, il y a des rappeurs qui me font la gueule pour des avis que j'aurais émis. Quand je vois le truc en question, c'est même pas moi qui parle, parce qu'en fait, comme c'est moi qui anime, donc. Mais c'est-à-dire qu'il y a un gros rappeur, et c'est pas grave, hein, mais qui a refusé de faire une interview avec moi l'année dernière, à cause d'un podcast qui date de 3 ans, et qu'il avait mal pris. Je crois que maintenant, moi, j'ai accepté mon rôle. Tu vois, voilà, comme je te disais, je peux pas faire ça et ça, en fait. Donc, si je suis bon là-dedans, c'est ce que je vais faire. Et moi, j'aime, tu sais, franchement, il y a des mecs avec qui j'adore parler, donc je suis pas spécialement fan de la musique, hein, mais parce que je sais qu'on va avoir des putains de discussions. Je peux te donner un exemple. Et encore, c'est pas le meilleur exemple, parce qu'il y a des morceaux que je kiffe, mais moi, je suis pas, j'écoute pas en boucle Attic. Par contre, qu'est-ce que c'est cool de parler avec lui. Je sais que voilà, les gens ils l'ont trop vu l'année dernière, je crois, donc même lui le dit. Mais c'est et encore, il y a des morceaux de lui qui m'ont mis quelques, notamment là, le morceau à la Mélanie. Bon, bref, mais voilà, il y a des trucs aussi où parfois moi, mon rôle, c'est qu'on crée une discussion. Il y a
bon, du coup, peut-être que je la ferai jamais cette interview, mais par exemple, moi, je suis pas un grand fan d'NTM. C'est pas, tu vois, j'avais d'autres chapelles à l'époque, même si c'est archi important, etc. Mais demain, si je peux interviewer NTM, évidemment, je le fais. Parce que c'est intéressant. Pas pour interviewer NTM, parce que c'est intéressant. Il y a un truc, il y a une histoire à raconter. J'ai jamais écouté en boucle Mister You. C'est un truc que j'ai complètement loupé à l'époque où ça arrivait. Mais Mister You, une histoire incroyable à raconter. Et qu'il a très bien raconté depuis chez plein de médias. Donc, moi, c'est ça mon truc. Quand je dis ça, c'est pas. C'est cool qu'on en parle. C'est pas genre tout est bien. C'est. Tout peut être intéressant si c'est bien raconté. Moi, c'est vraiment je suis convaincu de tout ça. Donc, moi, mon travail, c'est d'essayer de raconter des histoires. Et les histoires des artistes. Moins de les critiquer aujourd'hui, parce que je crois que, je suis pas forcément très bon là-dedans. Deux, en vrai, c'est pas trop mon tempérament non plus. Tu vois, voilà, les gens ils disent, mais dis, t'es trop gentil. Ben, en fait, déjà, ce truc-là, il faut arrêter parce que c'est presque même trop. Tu sais, c'est un compliment parce que t'es pas trop gentil en fait. Les gens ils me connaissent pas. Parfois, je suis un connard comme tout le monde. Après, tu es sympathique, Oui, mais en fait, oui, bien sûr, et j'espère l'être. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas de la gentillesse en fait. Tu vois, c'est de l'empathie. Ouais, c'est ça. C'est de l'empathie et de la bienveillance, je crois. Et après, on peut me trouver trop empathique, trop bienveillant si on veut. Mais c'est pas de la gentillesse en tout cas. Vaut mieux être empathique et bienveillant que le contraire. Ah, bah, je pense à aussi. La finale, hein. Mais je pense aussi. Et moi, c'est un principe, moi, dans mon travail aujourd'hui. Et je pourrais être plus critique, c'est possible, mais je pense que d'autres le sont mieux que moi. Et puis, ben voilà, je suis pas le journaliste parfait, tu vois, qui coche toutes les cases. Mais c'est pas grave. Peut-être qu'il arrivera demain ou qu'elle arrivera demain. Et peut-être qu'on n'en a pas besoin, en fait. Peut-être qu'il faut voilà, chacun fait son truc. Mais voilà. L'album que tu n'as pas pu chroniquer et que tu aurais aimé chroniquer? Ben écoute, Jusqu'à l'amour des sages poètes de la rue, parce que j'étais pas là à l'époque, donc j'aurais aimé chroniquer cet album. Et qu'est-ce que tu aurais dit alors? Fais-moi ta petite chronique. Ah, c'est compliqué, franchement, c'est la chronique, tu sais, c'est marrant, ce serait la chronique de ma vie, ça. Non, tu sais, c'est quoi la chronique de ma vie? Ce serait Metek et Mat d'Akhenaton. Parce que ça, c'est plus que Jusqu'à l'amour. En fait, Jusqu'à l'amour, c'est l'album que j'emporterai sur une île déserte, parce que je peux l'écouter en boucle. Mais Metek et Mat, même s'il y a des trucs qu'on vieillit et tout, dans ce qu'il raconte, dans comment il arrive à mêler fiction, beaucoup d'intime dans cet album-là, des textes exceptionnels, un cheveu sur la langue, ce qui est important pour moi, son image de, tu vois, de la Méditerranée. Enfin, bref, ce serait ça, ouais. En tout cas, j'aurais adoré interviewer Akhenaton en 95, tu vois. Quand il sort son premier solo, I Am, ça aurait été, bon, voilà, il en a fait à l'époque des interviews, mais j'aurais kiffé interviewer Akhenaton, ouais, je pense. Et entre-temps, tu l'as interviewé? Ouais, je l'ai interviewé. J'ai interviewé pour l'album 2 fois, pour l'album Je suis en vie, en 2014-2015, je sais plus, et récemment aussi pour l'équipe. Mais ouais, c'est un plaisir pour le coup, tu vois. C'est-à-dire que par exemple, Akhenaton, c'est pareil, même si demain il sort un album que j'aime pas, c'est parler avec lui, c'est genre, voilà, tu sais que ça va être 1 heure ou une demi-heure ou 20 minutes ou 2 heures, j'en sais rien, où tu vas apprendre des choses. Il y a quelques interviews comme ça où tu apprends des trucs, tu vois, là récemment, il y a 2 jours, j'ai interviewé Youssoupha, et je te jure que je suis rentré, j'en ai parlé à ma femme, alors qu'elle s'en fout du rap, mais là j'en ai parlé, parce qu'il y a des trucs que j'ai gardé de l'interview qu'il m'a dit, qui m'ont fait réfléchir. Ça arrive pas toujours, parce que parfois on parle de rap, on parle de trucs. Et là, c'est aussi, je pense, parce que son album est très personnel et il va sur des trucs. Mais j'en suis ressorti en me disant, ah ouais, ça c'est un truc même que je vais garder pour moi, cette réflexion-là, je la garde et elle va me nourrir en fait. Donc ça c'est chambé. Quand tu arrives, tu sais, quand c'est des discussions qui sont pas uniquement de la promo justement et pas uniquement de la musique, mais qu'on arrive à. Et aujourd'hui, c'est ça mon ambition. De plus en plus, c'est essayer de créer des moments comme ça. Ouais. Mais tu vois une différence quand tu interviews des rappeurs et que tu interviews des artistes qui ne font pas du rap? Tu vois une différence dans le discours ou dans leur point de vue Pas tant que ça en réalité. Si, parfois si, parce que dans le rap, il y a des codes, des tics de langage, des trucs comme ça, que moi j'entends même plus, mais qu'on va me répéter, qu'on va me faire remarquer, que mon équipe va me faire remarquer, t'as capté, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Il y a des trucs comme ça, mais ça fait partie, on va dire, du décorum rap.
Donc ça, ouais, il y a une différence. Mais sinon, non. Hein. Sinon, je vois même des points communs, en fait. En fait, je pense qu'il y a des trucs d'âge. Par exemple, une des dernières interviews dont j'avais vraiment gardé quelque chose, c'était Julien Doré. Et en fait, c'est un mec qui a un peu, je sais pas quel âge il a, mais entre 35 et 40 ans, comme Youssoupha. Donc forcément, c'est aussi des discussions qui sont plus matures. C'est normal, et parce que les mecs ont vécu plus de choses. Donc c'est plus... en fait, c'est comme si tu vas te poser pendant 1 heure avec quelqu'un de ta génération, ou quelqu'un qui est plus âgé que toi, et vous parlez de la vie, en fait. Et vous parlez de vrais sujets de vie que lui va aborder. Donc forcément, t'en tires quelque chose. Alors que quand tu te poses avec quelqu'un qui est tout jeune encore, qui a 20 ans, et qui a peut-être pas encore, c'est normal, vécu des trucs, et ça, je pense, peu importe le genre musical, parfois c'est plus compliqué. Et moi, tu sais, des fois, je me mets à la place des artistes, ils ont 20 ans, ils viennent devant un mec, là, ils leur posent des questions pendant 20 minutes. C'est un vrai exercice. C'est un vrai exercice, tu vois, et ça peut être super chiant, en fait. T'es là, alors, l'album, tu sais. Et ça, c'est un truc aussi que je dis à chaque fois aux attachés de presse et tout. Franchement, n'envoyez pas les artistes partout sous prétexte qu'il faut cocher des cases promo, parce que parfois, c'est pas leur rendre service. Il y a des artistes qui doivent faire certains formats et pas d'autres, des trucs plus divertissants, d'autres des trucs plus sérieux. Parfois, il y en a qui sont bons dans tout. Sadek, il est bon dans tout. Sadek, tu le mets n'importe où, ça va être génial. Mais il n'y a pas tant de Sadek que ça, en fait. Donc voilà, et c'est aussi nous, notre travail de savoir quel format peut bien correspondre à un artiste, ou alors de réussir à mettre à l'aise les gens. Parfois, je n'y arrive pas. Et tu as des interviews qui sont assez banales. T'as déjà été manager d'artiste ou pas? Non, jamais. Non. Et ça t'est jamais branché? Non, parce que c'est trop de boulot. Enfin, là, j'ai beaucoup de boulot, mais je veux dire, j'ai le beau rôle, moi. Franchement, quand t'es journaliste, t'as le beau rôle. Non, parce que tu dis, j'ai mes stratégies, enfin, tu vois, je veux conseiller les mecs de maison de disques, donc t'as quand même une peut-être approche... peut-être qu'un jour, mais franchement, j'ai pas envie d'avoir ces emmerdes-là. Aujourd'hui, en tout cas. Franchement, là, c'est cool. Je parle avec des gens dont j'admire, dont j'aime le travail, ou pas, mais en tout cas, on parle de musique. Tu vois, je fais ce que j'aime, j'ai pas de stress lié à ça, j'ai pas de pression liée à ça, c'est une chance aussi. Hein. Donc franchement, non. Et puis t'imagines, manager, t'as la vie de quelqu'un, tu vois, c'est sérieux. C'est une grosse responsabilité. C'est une grosse responsabilité, ouais, non. Avec du recul, tu te dis que t'as fait le bon choix? C'est le meilleur choix de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance, tu vois, de vivre de ça, en fait. Non, je considère que ouais, j'ai fait le bon choix, j'ai aussi eu de la chance. Parce que tu vois, j'ai aussi la chance d'arriver à ce moment-là où le rap est là où il est. Donc sinon, tout ça n'aurait pas été possible. Mais non, ouais, bien sûr. Franchement, j'aurais pas pu... tu sais, des fois, s'il n'y avait pas eu l'ABCDR, je sais pas, en fait, je m'ennuierais beaucoup, là. Hein. Franchement, 34 ans, un job qui t'ennuie, tu dis, je dois encore le faire pendant... X années, j'ai des amis qui ont fait les mêmes études que moi et qui sont un peu dans cette situation-là et qui regardent parfois avec beaucoup d'envie. Et c'est pas évident, parce qu'en plus, c'est des gens qui parfois gagnent bien leur vie. Tu vas pas changer de vie et diviser ton salaire par deux quand tu commences à avoir une famille, potentiellement des enfants. C'est pas évident. Et en même temps, tu te dis que ton job, il est alimentaire. Ce qui est le cas de plein de gens. Et moi, c'est comme ça que j'ai été éduqué. Ma mère, elle m'a éduqué en mode, le boulot, c'est pour payer le loyer et tu t'amuses le week-end, quoi. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être sorti de ça. Je considère ça comme une chance. Et aussi, c'est un luxe d'avoir une passion. Il y a des gens qui n'ont pas de passion. Mais c'est un vrai problème dont tu parles, c'est l'orientation à l'école. Franchement, on te demande à 17 ans de faire des choix qui vont impacter toute ta vie, alors qu'à 17 ans, t'en sais rien. Tes parents, parfois, ils savent pas non plus. Donc, ils ont plutôt tendance à dire, va en école de commerce. Parce que, voilà, c'est normal, ils veulent ce qui est le mieux pour toi. Donc, j'en veux pas du tout à ma mère pour ça, vraiment pas. Mais, voilà, c'est très compliqué, je trouve, vraiment. Et moi, à un moment, c'est même pas des choix que j'ai fait d'études, c'est ma mère qui les faisait pour moi. Puis en plus, t'es à 17 ans, t'es là, tu te laisses un peu aller. Enfin, ça dépend comment t'es, mais ouais, moi, c'était le moment où, je sais pas, j'avais envie d'autre chose, là. Il fallait que je voulais aller à Paris, je voulais... Donc, ouais, mais c'est compliqué. Et puis, voilà, j'insiste là-dessus, mais tu vois, avoir une passion, c'est une grande chance. J'ai la chance moi-même d'être, je crois, quelqu'un de passionné. Et ça, tu peux rien, c'est un tempérament. Et quand t'as pas de passion, tu peux pas, t'as pas t'as intérêt d'aimer ton travail, quoi.
parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ces jobs alimentaires, parce que voilà, moi, c'était le cas de ma mère, mais c'est pour ça que je me considère comme un privilégié aujourd'hui. Même si j'ai travaillé tout ça, mais il y a plein de gens qui ont travaillé et ça l'a pas fait pour eux. Donc, j'ai aussi beaucoup de chance, clairement. Il y a un moment donné, tu te dis, je vais laisser tomber le journalisme ou pas? C'est une bonne question. Franchement, pour reprendre ton parallèle avec le rap de tout à l'heure, bah, tu te poses la question, est-ce que finalement tu es censé parler de rap pas à 45 ans? Moi je pense que oui, je pense que tu peux. Mais la question se pose quand même. Surtout dans une musique qui est quand même en perpétuel renouvellement, qui est dictée par les jeunes. Donc il y a aussi un truc après d'écart générationnel que je sens déjà. Aujourd'hui même, tu vois, mais parfois je fais des interviews avec des artistes et je sens qu'une fois que l'interview est sortie, même si l'interview s'est très bien passée, on n'a pas grand chose à se dire. C'est normal. Tu vois, t'as 35 ans, le gars il en a 20, t'as 15 ans de différence. Parfois il y a un super feeling, peu importe l'âge, et parfois il y a trop d'écart générationnel. Donc à un moment, peut-être que cet écart-là, il peut peser. Peut-être aussi qu'à un moment, j'aurais envie de parler d'autres choses. Peut-être que j'aurais plus envie de parler. Et peut-être que j'aurais envie de travailler avec des artistes, comme tu parlais tout à l'heure. Je sais pas, franchement, je sais pas. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir à faire de plan jusqu'à présent. Et voilà, des choses sont arrivées. Donc je sais pas, franchement. Mais c'est une question. C'est une question. La période qui t'a le plus marqué? Dans le rap, tu veux dire ou... Ouais, dans le rap ou dans ta vie, dans le journalisme, dans ta carrière? Bah, dans ma vie, je sais pas, dans ma vie, je pense que c'est... Bonne question, ça. Je sais pas, tu sais, il y a des périodes qui te marquent a posteriori, en fait. Parce qu'en fait, tu peux être nostalgique. Par exemple, je me rends compte... Moi, j'ai ma mère qui est décédée. Et parfois, je repense à des moments, tu sais, à des périodes de ta vie qui ne semblaient pas si géniales que ça, au moment où tu les as vécues. En fait, tu te rends compte qu'en fait, tout allait bien à ce moment-là dans ta vie. Il y a des soucis que tu as aujourd'hui que tu n'as plus parce qu'ils sont liés à l'adulte, qui sont liés... donc, par exemple, le collège, période de collège, on habitait dans un village pendant les 4 ans de collège. J'étais avec ma mère qui était bien, avec mon beau-père, ils étaient heureux. Moi, j'ai pas un souvenir spécial, j'ai pas eu l'impression que le collège c'était génial. En fait, quand j'y repense, c'était trop bien. Tu vois, toute ma famille était là. J'allais faire jouer au foot avec mon meilleur ami, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Comme ça, sans rien. Tu vois, c'est des trucs. Mais quand tu le fais, tu te dis pas c'est génial. C'est ta vie en fait d'aller jouer au foot, de rentrer le soir. Là, ta mère, elle a fait à manger. Enfin, c'était mon beau-père en l'occurrence, mais voilà. C'est des trucs qui sont normaux. Et en fait, quand tu y repenses, tu te dis, c'est des trucs. Je crois que ce qui est dur, c'est de réaliser qu'il y a des choses que tu ne feras plus jamais. Bon, il y a des choses que tu feras, par exemple, je sais pas, je me suis dit ça la dernière fois, partir en vacances avec mes potes, comme je l'ai fait à 17 ou 18 ans, je le ferai plus. Je le ferai peut-être différent, mais avec les femmes, les enfants, etc. Ce qui est très bien. Mais du coup, ça c'est fini. Partir à Fréjus, tu vois, avec 4 potes dans un mobil-home, moi j'aimerais bien le refaire, tu vois. Peut-être pas dans un mobil-home, mais c'est fini. Non, mais c'est marrant ce que tu dis parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps avec mes enfants. Ouais. Ils disaient le dimanche, Ouais, midi, ça me saoulait, on était en famille, il devait y avoir la grand-mère et tout. Je dis purée, le poulet rôti encore, tu vois. Et en fait, avec du recul, c'est des moments 15 ans forts. plus tard, tu dis purée, finalement, Ouais. c'était chambé, quoi. Exactement. Alors mais c'est comme quand t'es ado, aller en vacances avec tes parents, ça te saoule. T'as vraiment pas envie. Et puis en fait, 10 ans après, tu dis, ah, c'est cool en fait, de passer du temps, d'avoir certaines discussions, parce que t'évolues aussi. Et puis voilà, et puis t'as ce truc de moment perdu. Et donc ouais, je dirais c'est ça en fait, ce truc-là où tu te rends compte a posteriori que tout allait bien. Tu vois, ton stress c'était est-ce que je vais avoir une bonne note au contrôle de maths. Bon, c'était relou quand même ça. Les devoirs c'était relou. Ça c'était chiant. Mais globalement dans la vie ça allait très bien. Mais t'as des soucis toi? Enfin, Non, mais en fait j'en ai comme tout le monde. Tu vois, non, j'ai pas de soucis. J'ai la chance aujourd'hui de ne pas avoir de soucis de santé, par exemple. Tu vois, ça les vrais soucis c'est ça. Donc non, mais tu peux avoir du stress lié à la vie d'adulte. Et encore, j'ai pas d'enfant, tu vois. Mais tu peux avoir du stress lié au travail, lié à tout ça. Et encore, je te dis ça, peut-être que dans 10 ans, je te dirais, putain, c'était bien quand même il y a 10 ans quand je faisais ça chez Apple et tout. Et encore une fois, je me sens heureux. Mais c'est pas pareil, tu vois. T'as pas la même innocence, t'as pas la même... Tu sais, puis après, je sais pas, comme t'as des gens... je sais pas, t'as des gens malveillants,
il y a des trucs, tu sais, de la vie professionnelle, quoi, qui arrivent. Et ça, il n'y avait pas avant. L'artiste qui t'a le plus marqué et pourquoi, mis à part Danny Dan? Mis à part Danny Dan. Ouais, Jay-Z. Jay-Z, ouais. Ouais, parce qu'il y a le rap, et puis il y a tout ce qui va avec aussi. Il y a l'attitude, il y a le charisme, il y a le côté... Moi, j'adore les artistes qui ont le sens de l'histoire. Tu vois. Et Jay-Z, je trouve, il a le sens de l'histoire. Genre, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a fait est tellement élégant à chaque fois. Tout est bien orchestré. Je pars en retraite, Madison Square Garden, je reviens, boum, je prends le Louvre avec Beyoncé, je rachète les Nets. J'ai l'impression qu'en fait, tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour les livres d'histoire. Et je trouve ça incroyable. Et quand tu arrives à avoir cette conscience-là, et en même temps à faire des trucs qui restent de qualité, je trouve ça exceptionnel. Donc ouais, lui, pour moi, c'est un mec qui m'a beaucoup marqué. Et je disais ça hier, j'étais avec un ami, je disais, faut être Jay-Z en fait dans la vie. C'est vers ça qu'il faut tendre, tu vois. Même quand il fait des erreurs, il fait un album où il s'excuse auprès de sa femme, tu vois. Faut être Jay-Z. Tu flambes un moment de ta vie, ok, c'est bon, t'as dit que t'es le meilleur. Après, tu sors de tout ça, des batailles d'ego, tu commences à mettre du sens dans ta vie comme il le fait aujourd'hui, dans ses engagements, etc. C'est ouais, le sens de l'histoire. Je sais pas, c'est comme tu vois, Zidane qui en finale de la Coupe du Monde, il fait une panenka, tu vois. Genre, ça, c'est le sens de l'histoire. Tu dis, bon là, je le fais pour les livres d'histoire, tu vois. Je le fais pas juste pour gagner le match. En plus, je mets la manière et je sais que on parlera de ça. Bon, après, il a mis le coup de tête, donc ça a effacé la panenka. Mais même ça, en fait, tu vois, il y a un truc quand même de sens de l'histoire là-dedans. Et ça, je trouve ça, c'est important et c'est beau. Et Jay-Z, je trouve que tu peux trouver des erreurs dans sa carrière, comme dans toutes les carrières, mais en fait, il y a quand même un truc très, très élégant dans le storytelling aussi, en plus de la musique qui déjà est de qualité, quoi. Est-ce qu'il y a un artiste qui t'a décontenancé en interview? Un artiste qui m'a... Bah, Al Capote. Ah Ouais, ouais? Al Capote, ouais. Bah, décontenancé parce qu'il te provoque des fous rires, il te provoque des malaises, il te complimente, il te dit que t'es génial, tu sais, genre, il vient à l'interview, il dit, j'ai pas envie de parler, mais je veux jouer aujourd'hui. Tu sais, mais j'ai préparé une interview, en fait, tu vois. Et donc, Al Capote, ouais, il est décontenançant, mais pas dans un mauvais sens ou quoi, mais... ouais, d'ailleurs, il fait plus d'interviews maintenant, je crois qu'il en a marre, il l'a trop fait. Mais Al Capote, il est décontenançant, ouais. Est-ce que le journaliste tel que tu le pratiques aujourd'hui aurait été faisable dans les années 95-2000? Ben non, c'est un peu ce que je disais sur l'époque. J'ai eu de la chance d'arriver à un moment. Moi, Internet, ça m'a sauvé la vie, hein. Ça m'a donné trop d'opportunités. Moi, tout ce que je l'ai aujourd'hui, c'est grâce à Internet, en fait. Donc, avant, il n'y avait pas Internet. Donc, clairement, j'aurais pas fait d'école de journalisme. J'étais pas à Paris, donc j'aurais pas été dans les soirées rap, etc. Donc, non, moi, je pense que aujourd'hui, je fais un truc qui est quand même très Internet, très YouTube, très tout ça. Et je crois pas que j'aurais pu faire ma place dans les anciens circuits. Parce que j'avais pas les contacts, parce que j'avais pas... ouais, non, je La pense... formation et tout. Ouais, exactement. Si tu devais te comparer à un rappeur, tu serais qui et pourquoi? Ah putain, À part Jay-Z. ça c'est la merde. Oh non, Jay-Z, j'aurais pas dit ça, c'est trop prétentieux. Ça c'est une bonne question, elle est trop bien cette question. Un rappeur et je serais qui? Je sais pas. Putain, c'est dur ça. Peut-être Français, j'allais dire, si possible. français. Non, tu peux dire américain. Non, J'aime bien non, mais français déjà faut parce que je trouve. J'aimerais bien être Akhenaton en tout cas. Dans le côté, tu sais, il y a ta carrière solo, il y a aussi les gens avec qui tu travailles. Parce que je crois qu'aujourd'hui, moi, j'ai aussi toujours essayé de travailler avec des gens. Et que ce soit sur la BCDR, sur No Fun, sur OKLM. Et aujourd'hui, la plupart de ces gens-là aussi, pas grâce à moi, hein, mais aussi grâce au projet qu'on a fait, mais ils ont leur carrière et ça se passe bien, tu vois. Donc Akash, il y avait un peu ce truc-là aussi, tu vois, un peu ce truc de... Voilà, il y a lui, puis évidemment, il y a Ayam, et puis il y a telle compilation, tel truc. Bon, je sais pas, après, je dis ça parce que je suis fan d'Akhenaton aussi. Et puis même, je trouve qu'il y a un truc même...
moi, j'ai toujours respecté sa passion, sa curiosité en interview. Donc, j'essaye d'être comme ça. Je dis pas que je le suis, mais j'essaye d'être comme ça. Il a un sens de la famille qui est quand même assez fort aussi. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est comme j'ai dit, c'est essayer d'être comme des mecs comme ça. Tu vois. Je sais pas si je le suis, mais c'est des gens pour qui j'ai beaucoup de respect, pas uniquement en tant qu'artiste, quoi. Comment tu fais pour pas tourner en rond dans les interviews? Ben, ça peut paraître égocentrique, mais je regarde beaucoup ce que je fais. Ou je revois parfois des trucs, ou je réécoute. Pas tout, mais des trucs qui m'énervent des fois. Dans ce que j'ai fait ou de ce que je peux faire. Ou, tu vois, donc, voilà. Parfois, justement, je me dis, ah, là en fait, en intervalle assez proche, j'ai posé des questions très, très proches, voire similaires. C'est pas bien. Donc, l'idée, c'est de proposer une sorte d'expérience un peu, tu vois, un peu différente selon l'album. Et donc ouais, je sais pas, je crois qu'en fait, du coup, j'essaie de me remettre en cause en fait. Et surtout, moi, je fais jamais d'interview sans préparation. Tu sais, on pourrait se dire, bon ben, maintenant je sais, je gère, je sais pas faire ça. Même si parfois, tu vois, quand je parlais de Youssoupha, quand je l'interview, au final, je regarde à peine mes fiches, hein. On part, ça devient une discussion. Mais j'ai besoin quand même voilà, d'avoir taillé un truc pour lui. Et, et ouais, je saurais pas, je pourrais pas venir sur mes acquis, quoi. Ça, j'ai toujours moi un peu le trac avant une interview. Mais pas le trac comme avec Danny Dan, mais un trac ben en fait, c'est comme, pour moi, c'est un entretien. Tu vois, une interview, c'est un entretien. Donc quand tu vas à un entretien, tu arrives prêt. Donc moi, je dois arriver prêt. Même si c'est moi qui mène l'entretien, voilà, voilà. Donc je dois arriver prêt, voilà. Connaître ton sujet. Je dois connaître C'est ça, pour moi, c'est la première chose. Parfois, les gens ils disent, oui, c'est quoi est-ce que tu aurais un type? Connaître ton sujet. C'est le plus important, en vrai. Parce que même si tu présentes pas très bien, ou tu fais, je sais pas, où t'as des... Si la passion et la compétence, elle est là, on te passera 2-3 imperfections, franchement. Ça fait quoi d'être devenu, à ton tour, une source d'inspiration? Bah, ce que tu dis là, je sais, en tout cas, c'est vrai que j'ai beaucoup de messages parfois qui vont dans ce sens-là. Mais c'est marrant parce que, tu vois, ce truc de source d'inspiration, je l'ai réalisé relativement récemment, quand en fait les gens qui te parlent, ils te renvoient une impression de réussite. Alors qu'en fait, pour eux, tu as réussi. Et ça, c'est bizarre de se dire ça. Parce que moi, je me considère encore jeune, tu sais, genre j'ai 34 ans. Il y a des gens, ils finissent leurs études à cet âge-là, tu vois. Et même si la réussite, elle n'est pas immuable, tu es bien à 34 ans, voilà, ça peut être plus dur après, mais il y a des gens qui te renvoient ce truc-là, genre, tu as réussi un truc, tu as réussi ta vie. Et c'est bizarre de se dire ça. Parce que moi, je me suis pas réveillé un matin en disant, ah, chérie, j'ai réussi ma vie, tu vois. Genre, déjà, j'appelle pas ma femme chérie, déjà. Comment tu l'appelles? Par son prénom, ou ouais. Je dis pas. Pourquoi? Bon, c'est entre nous. Lâche-nous des petites infos comme ça. Non, pas là-dessus. mais non, mais tu vois, par contre, c'est bizarre d'entendre ça. Donc de le réaliser quelque part aussi. Et puis après, en revanche, c'est super honorant. Et ce qui est frustrant, c'est de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Parce que le nombre de gens, et j'imagine pas pour des gens qui sont plus suivis ou quoi, mais qui m'envoient des messages en me demandant des conseils, des trucs, une interview pour un mémoire, je peux pas répondre à tout le monde malheureusement. Et je réfléchis même là, je me disais, est-ce que, je sais pas, j'organise pas un truc, une rencontre, j'en sais rien. Et ça, c'est frustrant pour le coup. Parce que moi, à l'époque, j'aurais kiffé qu'on m'indique la marche à suivre, tu vois, et qu'on me prenne par la main, ou peut-être pas par la main, mais en tout cas qu'on me... Et je me souviens d'ailleurs, c'est un big up ça, Anthony Chélan, qui est aujourd'hui rédacteur en chef chez Click, il avait été interviewé par l'ABCDR à l'époque où il avait travaillé chez Because. J'avais adoré l'interview, et moi, à ce moment-là, je voulais être dans le rap, quoi, et j'étais en école de commerce, donc je lui dis, bah, comment est-ce que je peux aller en label? J'avais envoyé un message sur Facebook, et il m'avait répondu. Alors à l'époque, je ne sais pas s'il avait 36 000 messages parce que c'était Facebook, il n'y avait pas Instagram et tout, mais il m'avait répondu. Et j'ai regardé, sauf que c'était en octobre 2009, et en octobre 2019, il m'avait invité à aller à passer chez Click. Donc je trouvais ça cool, tu vois. Ah, c'est mortel. Lui, ouais. tu sais, je l'ai contacté aussi quand il était chez Canon. Ouais, après Because, il était chez Canon. Il m'a répondu tout de suite. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui est... c'est quelqu'un de, tu vois, de réactif, ouais. Et toi encore, il te connaissait.
Tu vois, moi, il me connaissait pas. Tu vois. Peut-être qu'il te connaissait. Hein. Non, non, non. Moi, à l'époque, j'étais vraiment. Si, je commençais à écrire sur l'ABCDR, mais en tout cas, je pense qu'il avait déjà ce truc de, justement, de bienveillance dont on parlait et de transmission. Et j'ai repensé à Il est ça. comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est asiatique. Ah, peut-être. Non, mais je plaisante, parce que je le suis aussi. Oui, je sais, mais peut-être. Je sais peut-être qu'il y a un truc dans. Non, j'en je sais rien. plaisante, je plaisante. Peut-être. Mais peut-être que oui, hein. Peut-être qu'il y a ce côté-là. Peut-être, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, voilà. Donc ça, c'est frustrant de pas pouvoir répondre à tout le monde. Mais j'essaye de remercier les gens, etc. Mais Et du coup, tu vois, ça joue aussi un truc sur ce que tu disais tout à l'heure, sur la responsabilité, etc. C'est qu'en fait, si tu es une source d'inspiration même pour 10 personnes, du coup, tu es aussi un exemple, voire un modèle. Donc, t'es pas obligé d'être exemplaire. C'est à toi de décider qui tu veux être. Mais voilà, il y a aussi ce truc-là. Aujourd'hui, il y a des gens très jeunes qui regardent nos émissions ou qui les écoutent. Donc, il y a aussi un poids aussi. Voilà, ça va, mais il y a aussi ce truc-là qui rentre en compte. Ouais. Des gens pensaient que tu avais réussi ta vie et que c'était incroyable à 34 ans de dire ça. Ouais, mais ouais. Pour toi, c'est quoi réussir sa vie? Est-ce que tu... Franchement, je vais être bateau de fou. Mais réussir sa vie, Enfin, je pense que ça dépend des gens. Mais pour moi, du coup, je vais répondre à ta question. C'est bateau. Hein. Mais à partir du moment où tu es avec les gens que tu aimes et tu es en bonne santé, franchement, c'est le plus important. Et ça, c'est bateau, mais je l'ai compris aussi en ayant des gens qui sont tombés malades, etc. Et tu te rends compte de comment ça fout en l'air toute la vie de tout le monde, en fait. Pourtant, pour moi, franchement, le boulot, c'est chambé, mais ce qui compte, c'est quand même le reste. Tu vois. Même quand tu as une passion, moi j'ai beau, mais ce qui compte, il ne faut pas perdre ça de vue. Et ça, parfois, tu vois, quand on aime notre travail, etc., on a tendance parfois à évaluer un peu bizarrement les choses et à prendre pour acquises des choses ou des gens, des personnes qui ne le sont pas en fait. Et parfois, tu es déterminé dans ton truc, dans ton taf, parce que tu as de la chance d'aimer ce que tu fais. Mais en vrai, réussir sa vie, ça va avec, hein, puisque si tu aimes ce que tu fais, tu es heureux. Donc ça dénote. Mais faut pas que cette espèce de prétexte-là, il prenne trop d'importance, en tout cas pour moi, je parle pour moi, hein, sur le reste et notamment sur les gens. Et à un moment, ça a été le cas. À un moment, il y avait plein de choses qui se passaient bien professionnellement, mais je voyais que je consacrais moins de temps à mes amis, parce que en fait, je pensais qu'à ça et qu'à ma réussite entre guillemets, parce qu'à un moment, c'est devenu une ambition. Et ça, c'est pas bon. Donc je crois que ouais, ce qui est important, c'est quand même de remettre l'église au centre du village, comme on dit, et de savoir en fait quelles sont toi tes valeurs, ton truc. Et il y a eu un truc qui était relou sur les réseaux récemment. Et le lendemain, j'étais en famille, et je te jure, j'ai fait. Tu sais, sur le coup, c'est relou, et j'ai plus du tout pensé à ça. Parce que ce truc de, je sais pas, t'es là, t'es avec tes petits neveux, justement, ils sont loin de tout ça, et ça te remet. Tu vois, en fait, c'est ça qui est important. Tu vois, c'est important d'être heureux dans son travail, hein, mais en vrai, voilà. Tu vois, donc c'est très bateau, mais je crois que c'est ça. Hein. T'as des amis dans le milieu? Ouais, maintenant, oui, quand même. Après, il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de gens, voilà, mais il y a aussi des amis, ouais, il y a des amis. Et des artistes? Artistes, alors il y a des gens que j'aime beaucoup, franchement, mais amis, ce serait un mot un peu fort parce qu'on ne s'appelle pas tous les jours, on ne se voit pas. Il y a des gens que j'aime beaucoup, mais amis, non. Et puis je crois aussi que c'est pas mon rôle non plus, tu vois, d'être justement. Après, parfois, il y a des gens, je sais pas, Tortoise par exemple, on s'adore en fait. Genre Sadek. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai pas vraiment d'amis artistes, même si c'est vrai, avec le temps, tu as beau essayer de te protéger de ça, il y a des gens avec qui tu t'entends bien en fait, parce que voilà, vous avez la même passion, vous avez les mêmes centres d'intérêt. Mais pas tant que ça, non, les artistes. Et ta femme, elle en pense quoi de ce milieu-là? Parce que tu me dis, elle a rien à voir. Ah ouais, elle en est éloignée, mais à un degré, franchement. En fait, elle écoute du rap ou très peu. Pas du tout. Très peu, franchement très très peu. Elle écoute par défaut parce qu'il y a des morceaux qu'elle connaît par cœur à cause de moi. Mais quand on est ensemble, je mets pas de rap. Hein. Ou si, ou alors un truc, je mets Tyler the Creator, tu vois, un truc qui peut lui plaire. Mais non. En tout cas, elle le connaît pas ce milieu. Elle le connaît pas et pour eux, c'est un milieu professionnel pour elle. Tu vois, donc c'est voilà, j'ai voulu là-dedans. Donc il y a des trucs parfois qu'elle comprend pas.
Et comme moi, il y a des trucs que je comprends pas dans son milieu. Hein. C'est la même chose. Enfin, je te jure, là en plus on est en télétravail. Donc elle fait des calls toute la journée. Je comprends rien à ce qu'elle raconte. Hein. Elle fait quoi, elle, comme. Elle est dans le marketing, elle travaille dans le marketing. Je comprends rien du tout. Donc elle est autant inculte dans mon milieu que je le suis dans le sien. C'est la même chose. Mais c'est aussi cool voilà, de pas parler que de rap. Parce que moi, je pourrais parler de rap toute la journée, au point d'en devenir débile. Et donc c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui te sort de ça. C'est clair. Mehdi Maizi, à côté, il fait quoi? Il regarde beaucoup de films. Ma vie, c'est écouter du rap et regarder des films, essentiellement. Bon, ouais, donc je regarde des films, je regarde beaucoup de vieux films. Moi, tu vois, tu me parlais d'une chronique que j'aurais aimé faire. Si j'avais pu choisir une décennie où vivre, les années 70. Ne serait-ce que pour la musique et le cinéma de cette époque-là. Et donc, ouais, cinéma des années 70, tu vois. Et pas que les Coppola, etc. Tout, genre, c'est vraiment... c'est une époque qui est assez fascinante. Et le cinéma américain de cette époque-là, il est incroyable, en fait. Bref. Donc, ouais, je regarde beaucoup de films, essentiellement. Et c'est tout, hein. Tu t'es jamais dit, je vais réaliser un film ou je vais écrire un scénario? Je m'étais dit ça très jeune, quand je voulais... moi, j'ai toujours eu ce truc-là, de genre, quand j'avais des passions, je voulais être dedans. Donc foot, j'ai vite compris que c'était mort. Cinéma, il y avait un peu ce truc-là, et puis après le rap. Donc je me souviens que j'avais une idée de scénario. En fait, elle était flinguée, parce que c'était vraiment un plagiat de Un jour sans fin et de Code Quantum. J'avais fait une sorte de mix des deux. Donc c'était pas très original. Mais franchement, j'exclus pas ça. Une fois, j'en parlais avec Aramanis, donc un vidéaste, comme on dit maintenant. Et il me disait, ouais, pourquoi t'as jamais essayé d'écrire un truc et tout? Parce que lui, il écrit beaucoup de sketchs, beaucoup de vidéos. Et je lui dis, bah non, en fait, c'est pas mon truc. Il me fait, je suis sûr que, tu vois. Et ça m'avait travaillé, mais j'ai pas d'idée, en fait. Je pense qu'il faut avoir du temps et une idée, ou des idées. Mais par contre, je pense pas être, tu vois, si tu parlais de réel, je pense pas être talentueux pour ça. Moi, je suis pas très artistique, en fait, pour être très honnête. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les artistes. Ça joue aussi. J'ai pas d'esprit créatif, j'ai pas d'esprit. C'est pas de la fausse modestie, c'est réel. Donc je pense que derrière une caméra, je saurais pas quoi faire. J'ai pas de vision, j'ai pas des envies. Je suis impressionné par les réalisateurs et réalisatrices talentueux, mais j'ai pas de. Tu vois? Oh, t'as tes traits mathématiques. Ouais, j'ai pas de point de vue artistique en fait, pour être honnête. Donc je pense que je serais pas bon là-dedans. Non. Comment trouves-tu du temps pour écouter tout ce qui se fait? Ça, c'est un vrai enjeu, mais parfois, c'est des journées entières. Hein. Parfois, j'ai des journées, je me réveille, je commence à bosser à 8h30 et je finis à 18h, j'ai écouté que de la musique. Quoi. Et c'est assez usant. Franchement, quand tu fais des journées comme ça, c'est assez usant. Mais en même temps, c'est mon travail. Donc, je ne vais pas me plaindre. Puis, il y a pire qu'à te payer à écouter de la musique. Mais même s'il y a pire, c'est vrai que parfois, tu dis, putain, wow. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que tu vois même plus la différence, en fait, des fois. Tu sais, quand tu écoutes... En plus, mon travail, c'est d'écouter du rap. Donc, quand tu écoutes je ne sais combien d'albums de rap dans la journée, à la fin, tu sais même plus ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est juste... qui a du talent, on en parle en antenne. Aujourd'hui, en plus, tout le monde sait rapper. Tu vois? Donc, tu as ce truc-là de, ouais, je sais plus. Donc, parfois, c'est... Voilà, mais en tout cas, moi, je considère que c'est mon travail. Déjà, j'arrive pas à tout écouter, parce qu'il y a les gros projets, mais il y a plein de trucs indés qu'on m'envoie sur Instagram et tout. Tous les jours, franchement, tous les jours, je pense que je reçois 20 messages pour écouter de la musique. Tous les jours, minimum. Donc, il y a autant de rappeurs que ça. Et moi, j'ai pas 1 million de followers, donc imagine des gens, des médias qui... C'est incroyable. Et donc je peux pas tout écouter déjà. Mais je considère quand même que je dois tendre vers ça, parce que c'est pourquoi je suis payé aujourd'hui. Par rapport à toi, ton parcours et tout, enfin par rapport à ton parcours, puisqu'à la base, toi, tu es fan de rap, etc. Ouais. Et ça me faisait penser à une phrase de Fab où il disait quand j'ai commencé le rap, je crois que tout était beau, quoi. Je suis rentré dedans et en fait, l'envers du décor, Ouais. ça m'a vachement déçu. En gros, c'était ça. Je ne sais plus la rime, mais est-ce que toi, tu as ressenti ça? Non, parce que moi, c'est pas le même truc. Je suis pas un rappeur. Donc je pense que t'as pas les mêmes jeux, t'as pas la même jalousie, t'as pas la même pression, t'as pas les mêmes faux semblants. En fait, tu peux être journaliste rap sans être non plus dans le game à 100%. Je suis pas en studio, je suis pas avec des rappeurs toute la journée.
ça reste un travail en fait quand même. Ouais, mais toi, par exemple, tu as une certaine image que tu vas avoir d'un rappeur. En fait, il y a aussi ce truc-là, c'est qu'avec le temps, déjà, tu idolâtres plus vraiment les gens. C'est quand même un truc de gamin un peu, tu vois. Et puis, j'ai eu la chance, moi, de rencontrer mes héros du rap, et ça s'est toujours très bien passé. Donc franchement, non, j'ai pas eu de déception à ce niveau-là. J'en ai pas eu. Parfois, ça a déjà arrivé qu'une rencontre ne se passe pas si bien que ça, ou que ce soit pas si respectueuse que ça, mais comme dans tous les milieux, en fait. Donc non, franchement, non, j'ai pas ce truc-là. J'ai pas ce truc-là. Mais je pense que si, voilà, quand tu as une position comme la nôtre, journaliste, elle est peut-être moins propice à ça que quand tu es rappeur ou beatmaker et que tu es dans même des enjeux financiers, etc. C'est autre chose. Moi, ça va, franchement, ça va. Il y a des clashs entre journalistes? Ouais, c'est déjà arrivé. Ouais, c'est déjà arrivé. Ah ouais? Où il y a des inimitiés, ouais, complètement, ouais. Des sublis envoyés sur Twitter et tout, des trucs comme ça. Ouais, bien sûr. Et toi, t'as déjà clashé Non, j'ai pas clashé, moi. Mais tu t'es déjà fait clasher, quoi. Non, mais par contre, je me souviens qu'une fois, j'avais mal pris un truc de FIF, mais c'était de ma faute. Parce qu'en fait, il y avait un format sur Bouscapé, et je lui avais envoyé un tweet en mode « Ouais, ils ont repris mon truc ». Le truc, c'était juste, ils faisaient une interview avec un iPad, enfin bref, c'était ridicule. Et pas l'interview était ridicule, c'est ce que je reprochais. Et en fait, j'avais vraiment ce truc-là, tu sais, c'est exactement ce qu'on dit tout à l'heure, ce truc de, vas-y, nous on fait des trucs, et ça marche pas autant qu'eux, et ils font comme nous, et eux ça marche plus. Il y avait un peu ce truc, ça c'est, faut pas être comme ça, faut pas être aigri, faut pas être frustré. Et je te jure, c'est le pire truc. Et je crois qu'à ce moment, c'était un tweet d'aigri en fait. Genre en mode, ah ouais, bah, enfin, en fait, ils sont en train de prendre notre truc, et vu que c'est Bouscapé, ça va plus marcher. Franchement, ils n'avaient rien pris, en l'occurrence, vraiment. C'était moi qui avais... Et parfois, je vois des gens qui ont ce même type de réaction. Ouais, mais parfois, c'est vrai. Parfois, c'est vrai. Mais là, en l'occurrence, et il ne faut pas hésiter à le dire quand c'est vrai, mais là, en l'occurrence, franchement, c'est comme si je te dis... ah ouais, tu fais une interview face à face avec quelqu'un, t'as repris mon concept. Bah non, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'était un peu un truc comme ça. Donc là, ouais, je me souviens, c'est le seul, je crois, clash avec un journaliste, et encore un clash. Et maintenant, FIF, c'est mon gars. On n'a jamais reparlé de ça d'ailleurs, c'est bizarre. C'est quoi, clash public? Ouais, j'avais mis un tweet, mais c'était il y a longtemps, tu vois. J'étais vraiment, je sais pas, on me l'avait envoyé en DM, et je fais ah le bâtard, et putain. Et c'était ridicule, franchement. Et de toute façon, même globalement, même si c'est le cas, faut être Jay-Z. Donc si t'as l'impression qu'on te vole, fais mieux, tu vois. Et réponds pas à ces trucs-là, ou voilà. Et c'était pas justifié pour le coup, et c'était pas très élégant. Et voilà, mais c'est le seul truc, moi, mais par contre, ouais, ça existe, ça existe. Alors le magazine rap iconique pour toi, c'est quoi? C'est lequel? Pour moi, c'était Radical, de ma génération en tout cas. Radical, j'ai acheté ça religieusement. Et ouais, moi je me souviens d'un numéro où les mecs, ils mettent Rakim en couverture, alors que c'est en 2004, tu vois, ou 2005. Rakim, enfin c'est une légende, mais je veux dire, c'est pas un mec de l'actualité. Et je me dis, putain, le culot, mettre Rakim en couve. Dedans, il y a un article extra. L'interview de Rakim, elle est folle. Je me souviens encore, elle est folle. Dedans, il y a une interview incroyable d'un mec qui était en cash avec 50 Cent, un rappeur, ils sont allés voir dans le quartier et tout. Enfin, il y avait une interview de The Game aussi. Bref, je trouvais ça incroyable dans comment ils arrivaient, tu sais, à se dire, ouais, il n'y a pas d'actu. Enfin, l'actu, on met Rakim en couve. Parce que c'est une légende et que même si aujourd'hui, il y a des gens qui vont plus se faire cliquer que Rakim, nous, c'est ça notre propos. Et moi, c'est un truc qui aussi, je crois que la BCDR, c'est aussi ça, c'est bon, ne jamais aussi oublier ce qu'est cette musique-là. Et ok, on fait les derniers trucs, et moi j'adore, mais aussi parfois savoir se dire, bon, lui là, c'est Rockin' Squad. Donc même si là, il sort pas d'album, ou s'il sort un album, même si t'as pas aimé, c'est Rockin' Squad. Donc tu l'interviews, tu vois, ou tu le mets en avant, etc. Parce que c'est aussi ce truc-là de... Tu sais, comme le rap est une musique très jeune, elle est aussi écoutée par des jeunes. Du coup, il y a des jeunes, ils s'en foutent de avant. Et ils ont le droit, hein, c'est normal, t'es jeune. Et il y en a aussi qui s'en foutent pas, et qui veulent savoir, et qui n'ont pas la culture, et c'est normal, parce qu'ils n'étaient pas là. Donc pour moi, c'est aussi une grosse partie de notre truc, c'est cette transmission-là, voilà, et donc, pour Radical, c'était ça. Tu vois, quand ils font un truc où ils vont aussi bien t'interviewer, je sais pas, moi, je sais plus qui sort un album cette année-là ou ce mois-là, que Rakim, pour moi, c'est ça. La promesse, elle est tenue. Et la BCDR, par exemple, ça a toujours été ça et ça l'est encore.
Et moi, j'essaie aussi, à mon niveau, de faire ça. Mais ouais, c'est important. Donc Radical, c'était... La radio iconique? Moi, j'écoutais très peu la radio. Donc en France, bon, évidemment, Skyrock, Génération, mais j'ai pas tant écouté que ça. Donc moi, si je devais te répondre, je te dirais, non, en vrai, la radio iconique, c'est Radio Nova. Si on parle de hip-hop en France, il y a un très bon podcast de Driver qui s'appelle Featuring, et quand il interviewe des rappeurs de cette génération-là, il te parle de l'émission de Dynasty. Tu vois, et les mecs te disent qu'ils avaient la même cassette, ils connaissaient tous les couplets de Lionel D par cœur. Enfin, tu vois, c'est incroyable. Donc ça, je pense que c'est... si je devais en citer une, je dirais celle-ci. Mais sinon, pour le pire et pour le meilleur, Skyrock, l'émission Planète Rap, qu'on le veuille ou non, ça reste l'émission de référence parce qu'elle est encore là. Et puis Génération aussi, pour toute l'époque des freestyles mythiques, etc. Ça, pour le coup, c'est un truc que j'ai un peu plus vécu, plus écouté, mais pas forcément à la radio. C'est plus les trucs qui tournaient, ou les cassettes, ou, tu vois, ou même aujourd'hui sur Internet. Voilà, donc je dirais ça. La plateforme digitale musicale iconique? Apple Music, forcément. T'es objectif? Bah non, mais après, iconique, je sais pas si ces plateformes-là, elles sont iconiques, justement, pour le moment. C'est à elles de le devenir, justement, de comment elles se distinguent. Parce qu'aujourd'hui, toutes les plateformes ont le même catalogue. Donc après, c'est justement qu'est-ce que tu proposes de plus. Et pour le coup, Apple Music, dès le début, ils sont arrivés avec Zane Lowe, Ibro, show du label de Drake, Dr. Drake a un show, Elton John. Donc c'est quand même... Moi, je me souviens à l'époque, sincèrement, directement, j'étais impressionné, je suis allé full Apple Music. Et donc aujourd'hui, c'est ce que nous, on essaie de faire progressivement aussi en Europe, notamment en France et en Allemagne. Mais iconique, non, je ne vais pas dire iconique, mais en tout cas, l'ambition, c'est celle-ci en tout cas. Tu vois, c'est de créer des contenus qui peuvent potentiellement le devenir demain. Le rap iconique? Ah, l'abécédaire du sang. L'abécédaire, franchement. Sans disrespecter les autres, hein, mais l'abécédaire, c'est historique. 2000 à 2021 quand même. Franchement, pour du web, bénévolement. En étant passé par plein de gens, par les gens qui tiennent le site aujourd'hui, ils n'étaient pas là en 2000. Hein. C'est pas eux qui l'ont créé. Hein. Ouais, mais est-ce que c'est une question de longévité d'être iconique? Non, non, pas du tout. Tu peux être iconique justement en étant culte et en sortant un truc. Get Busy, par exemple, c'est ça. Get Busy, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Iconique de fou. Donc non, pas forcément. Mais pour moi, l'abécédaire, il y a quand même un truc assez fou dans ce qu'ils ont, et je dis ça pas parce que j'en ai fait partie, mais dans ce qu'ils ont créé, dans ce qu'ils ont inspiré aussi. Il y a beaucoup de médias qui ont été des enfants de l'abécédaire à un moment, etc. Donc ouais, non. Et puis il y a une exigence quand même qualitative qui est quand même assez incroyable. Donc je dirais l'abécédaire, peut-être, voilà, mais évidemment. Là, en tout cas, aujourd'hui, le média de référence, c'est Bouscapé. C'est clairement eux qu'il faut citer. Mais moi, en tout cas, mon centre de formation et ce qui m'a marqué, c'est l'abécédaire, vraiment. Ça m'a influencé même, je pense, encore aujourd'hui. Merci pour l'invitation, surtout. Je suis très honoré d'être là. Donc voilà, merci beaucoup.